Bonsoir. Quelle belle salle. On est de plus en plus confinés dans la salle. Mais c'est bien, ça tient chaud, ça crée une ambiance, ça crée une énergie particulière. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Il y en a qui sont déjà sous hypnose en fait, c'est assez, il y a déjà des regards un petit peu... donc on va parler d'hypnose ce soir. Enfin, j'imagine que c'est pour ça que vous êtes venus. Et on va même faire de l'hypnose ce soir. Alors, il y avait une première partie avec un concert de Luc, on peut l'applaudir. Ça met une ambiance. Et donc, comme à chaque cabinet public, on va parler un petit peu d'hypnose, on va partir un petit peu en improvisation, là aussi, par rapport à ce qui se passe avec vous, par rapport aux envies que certains pourront avoir. L'idée des cabinets publics, c'est de montrer de l'hypnose en même temps qu'on en parle, puisque je pense que c'est la meilleure façon de comprendre ce qui s'y passe, d'expliquer un petit peu les concepts, qu'est-ce que l'hypnose, et puis de s'amuser en faisant ça, parce que je pense que c'est intéressant aussi de dédramatiser ce qu'est l'hypnose, de montrer que c'est ni quelque chose qui est forcément spectaculaire, mais que ça peut être quand même ludique, que ça peut être quand même agréable et joyeux, et puis que ça peut être aussi très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... alors l'idée d'un cabinet public, c'est pas de déballer des choses comme ça devant tout le monde, évidemment. On n'est pas comme dans une vraie séance, dans l'intime, dans des choses qui peuvent être quelquefois avec beaucoup d'émotions. Il peut y avoir des émotions, mais c'est pas forcément vers ça qu'on va aller le plus. Par contre, on va voir un petit peu ce qui fait l'hypnose, ce qui construit l'hypnose, ce que permet l'hypnose aussi surtout. Combien il y a de personnes qui ne connaissent pas du tout l'hypnose? Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord. Combien il y a de personnes qui n'ont pas conscience d'avoir été sous hypnose au moins une fois aujourd'hui? D'accord, c'est très bien. Il y en a qui n'ont pas osé lever la main, il y a des demi-mains qui se sont levées. Je pense qu'il y avait un petit piège dans la question. Évidemment, je pense que personne ici ne vient avec l'idée que l'hypnose, c'est cette vision un peu caricaturale qu'on a parfois de quelqu'un qui nous regarde dans les yeux en nous hurlant dans les oreilles. Donc vous allez rentrer dans un état hypnotique très profond dans quelques instants. Non mais il ne faut pas le faire, hein, c'était juste une... Ça va, vous allez bien? Oui. Je vois que vous clignez beaucoup des yeux, donc c'est pour ça que je me dis... et vous allez dormir profondément. Ça, c'est un peu la caricature. Elle est un peu particulière, cette caricature, parce qu'on croit vraiment, si on regarde ça, que l'hypnotiseur a un pouvoir sur l'hypnotisé. Alors qu'en fait, l'hypnotisé a un pouvoir sur lui-même, sous hypnose. C'est un petit peu ça que j'ai envie de vous montrer ce soir. C'est un petit peu ça que j'ai envie d'amener ce soir, c'est de montrer que l'hypnose est avant tout une prise de pouvoir sur soi. Et que d'habitude, beaucoup de gens ne contrôlent pas leur fonctionnement, mais que sous hypnose, on peut arriver à contrôler un peu plus de choses. Pas tout, évidemment, ça serait un peu trop facile, mais je pense un peu plus de choses. Et il y a toujours un petit peu cette idée avec l'hypnose, parce que là aussi, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de présupposés, de gens qui se disent « oui, mais est-ce qu'on est plus ou moins hypnotisable ?» Ben, en fait, à la fois oui et non. Les gens les plus hypnotisables sont souvent ceux qui sont, entre guillemets, les plus créatifs, parce qu'ils sont capables d'aller dans leur imaginaire, les plus sensibles, parce qu'ils sont capables d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Et entre guillemets, les moins hypnotisables sont les personnes qui ont du mal à écouter, par exemple. Les gens qui ont des problèmes d'apprentissage, parfois, il faut très de l'écoute avec eux. Ou des personnes qui sont dans des émotions très très fortes, parfois, les peurs très profondes, les gens qui sont très stressés, etc. Il faut déjà créer de l'écoute avec eux aussi, donc ce n'est pas toujours le plus simple. Mais en tout cas, ce n'est pas les paramètres qu'on imagine d'habitude. Et puis un hypnotiseur prend simplement le temps de créer de l'écoute avant de mettre quelqu'un sous hypnose, en fait, hein, tout simplement. C'est comme quelqu'un qui dirait moi, je ne sais pas si je suis réceptif au cinéma. Ce serait étonnant, non? C'est bien qu'on est tous réceptifs à des films, moins d'autres, etc. Mais que ce n'est pas le cinéma en soi, c'est est-ce qu'un film nous parle ou est-ce qu'un film ne nous parle pas? Ben, c'est la même chose avec l'hypnose, il y a des formes d'hypnose qui nous parlent, d'autres qui nous parlent moins. Et un hypnotiseur cherche à s'adapter, évidemment, à la personne qui va hypnotiser, pour que ça colle à son imaginaire, pour que ça rentre dans ses préoccupations, que ça aille dans son regard, dans sa respiration aussi, une question de rythme. Et à partir de là, on est tous réceptifs à plein de choses. Par contre, on peut aussi apprendre à connaître nos fonctionnements. Et je pense que c'est ce que l'hypnose nous propose surtout, c'est d'apprendre à connaître nos fonctionnements. Et je pense qu'on est tous curieux de savoir comment on fonctionne. Cette fameuse maxime « connais-toi toi-même », elle est quand même assez inspirante, je pense, et tous à des niveaux différents, on se pose la question « qu'est-ce qui se passe en moi ?» On sait que le cerveau est un univers encore très mystérieux. On sait qu'au milieu de nous-mêmes, il se passe plein de choses, que nos émotions se créent, que nos souvenirs sont brassés, que nos perceptions sont modifiées. On sait que notre cerveau nous modifie plein de choses, on sait même qu'on est plein d'hallucinations, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité qu'on perçoit, mais ce que notre cerveau veut bien nous montrer. Vous connaissez le truc, hein, ce n'est pas nos sens qui captent nos sens captent, notre cerveau transforme, et puis on a une sorte de synthèse de tout ça qu'on appelle la réalité.
mais c'est évidemment très étroit par rapport à ce que nos sens captent. Je pense que vous connaissez ça, vous savez que nos yeux voient à l'envers, par exemple. Vous savez ça, je pense. L'image qui est transmise à notre cerveau est une image à l'envers, comme une lunette, comme un microscope. Et donc notre cerveau rétablit ça à l'endroit, ce qui fait que c'est une hallucination de voir la réalité à l'endroit. C'est pas comme ça que notre cerveau l'apprend, c'est comme ça qu'il nous la donne. Notre cerveau, il voit à l'envers, et puis après il se dit non, c'est quand même plus pratique. A priori, ça se fait dans les premières semaines de notre vie, ça. Il y a bien un truc à l'intérieur qui se dit non, ça marche quand même mieux dans l'autre sens. Plus logique. Mais c'est quand même une sacrée hallucination quand même qu'on a tous de voir la réalité à l'endroit, puisque nos yeux captent l'inverse. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas 1000 autres hallucinations comme ça qu'on a en permanence? Alors ça va du type qui pose ses clés quelque part et puis qui les cherche pendant 1 heure, ou la personne qui pose ses lunettes sur son nez et puis qui après se demande mais où sont mes lunettes? Une forme d'hallucination aussi amusante celle-là. Je pense à tous les gens qui ont des lunettes à qui ça arrive au moins une fois, n'est-ce pas? Il y a toujours un type qui nous regarde comme ça en disant mais tu cherches quoi? Des lunettes. Et ce qui est très amusant, c'est une fois quelqu'un me racontait ça, il me disait qu'il cherchait ses lunettes, c'est quelqu'un qui est assez myope, et qui me disait qu'il avait l'impression en plus, il se disait en même temps, il faudrait quand même que j'ai mes lunettes pour trouver mes lunettes, ça le faisait rire. C'est-à-dire qu'il ne percevait même pas qu'en fait il voyait très très bien pendant qu'il cherchait ses lunettes. Tellement dans l'idée qu'il n'avait pas ses lunettes que, et c'est amusant comme on peut comme ça se modifier la réalité. Vous connaissez aussi ce principe-là qu'on appelle celui des croyances, c'est-à-dire ce que l'on croit sur le réel. On voit ce qu'on s'attend à voir par exemple. On crée souvent dans notre vie ce qu'on croit être normal de créer dans notre vie. C'est assez amusant de mesurer des gens qui ont une croyance très forte sur la réalité pour voir comment ils s'arrangent avec la réalité pour qu'elle corresponde à leur croyance. Et ça nous montre là aussi comment on modifie nos perceptions en permanence. Et c'est pour ça que la question tout à l'heure était un peu une question piège, puisque on est tous en permanence hypnotisés, mais à des degrés différents tout simplement. Si on pense hypnotisé comme dans un état particulier de la conscience, qui bouge, qui fluctue, chacune de nos expériences de vie change notre état de conscience. Seulement plus ou moins, il y a des états qu'on connaît, donc on a l'impression qu'ils sont normaux, mais c'est pas si normal que ça. C'est juste convenu. Et puis il y a des états quand même qui nous font un peu sortir de nos habitudes, et c'est souvent là qu'on parle d'hypnose au sens propre. C'est quand un état est suffisamment particulier pour qu'on le remarque comme hors de nos repères habituels. Mais ça veut dire plein de choses. Il y a des états d'hyperabsorption qui sont hypnotiques, tellement absorbés par quelque chose qu'on en oublie le monde autour, qu'on oublie d'écouter, qu'on oublie d'entendre, tellement absorbés par quelque chose qu'on ressent ce qu'on regarde. Et vous connaissez ça, hein, il suffit d'ouvrir un livre et d'être passionné, d'être attrapé par le livre, et puis à un moment donné de tourner les pages presque frénétiquement parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire pour ce personnage qu'on imagine, qu'on ressent, on se pose des questions pour lui. Pourtant c'est que des mots sur un bout de papier, ça n'a aucune réalité, mais ça serait la pire des choses, ça serait de se rappeler que ça n'a aucune réalité à ce moment-là. Ça nous sortirait complètement du truc. Il n'y a rien de pire que quelqu'un au théâtre qui dit « Oh, enfin c'est des comédiens ». Bah oui, on le sait, mais on n'a pas envie de s'en rappeler surtout. Ça serait la pire des choses qui arriverait, non, à ce moment-là. On ne veut surtout pas se rappeler que c'est des comédiens. On ne veut surtout pas se rappeler que la veille, ils disaient la même chose à la virgule près. On ne veut surtout pas se rappeler qu'il y a un metteur en scène et que le décor ne tient pas debout. Et on ne veut surtout pas entendre, à un moment donné, que c'est un texte. On veut vivre quelque chose. On veut que les personnages nous captivent. On veut s'identifier à eux. On veut être triste, joyeux, rire, pleurer. Parce qu'en fait, on sera content de la pièce de théâtre si on y a cru. C'est-à-dire si on a été hypnotisé, au fond. Si on est sorti de « je suis juste sur un siège pas très bien installé en général, avec des gens que je ne connais pas autour, dans une grande salle avec de la lumière, des projecteurs et des comédiens sur scène », on sort de ça, qui est la réalité, pour aller vers « j'entends une histoire, je rentre dans l'histoire, je vis l'histoire ». Ce qui est magique, c'est que souvent, même si on connaît l'histoire, on peut y rentrer avec plaisir. Et pour moi, ça c'est la forme la plus évidente et la plus simple d'hypnose. Quand on commence à plonger dans une histoire, qu'elle devient la réalité, qu'à un moment comme ça, suspendu dans le temps, on n'ose plus bouger, où on est juste attentif. Et on remarque ça parfois, dans une salle de théâtre, à un moment donné, il n'y a plus un son dans la pièce. Quand ça arrive, en tout cas, c'est assez chouette. Et l'hypnose, c'est quoi? On va peut-être passer bientôt à une démonstration. C'est un jeu avec tout ça, c'est un jeu avec le réel. Un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui comprend comment le langage influence le réel, qui comprend comment les sons influencent le réel, comment les jeux de communication influencent le réel, c'est-à-dire en gros comment j'atteins la subjectivité de l'autre. On est tous subjectifs, on regarderait tous la même chose, on en tirerait des leçons différentes et des explications différentes, on est tous uniques tout simplement. Et bien, ce qui m'intéresse en hypnotiseur, c'est qu'est-ce qui crée ton unicité et comment je peux interférer avec. Qu'est-ce qui crée ton unicité et comment je peux interférer avec? Ça veut dire observer qui tu es,
j'aurai peut-être pas de réponse complète à ça, mais en tout cas, je vais essayer d'observer des manières de fonctionner, comment tu penses, comment tu réagis, comment tu imagines, comment tu ressens. Là aussi, on sait que c'est subjectif. Une même douleur n'est pas ressentie de la même façon pour deux personnes. Un même goût n'est pas ressenti de la même façon pour deux personnes. Au-delà même du fait de savoir j'aime ou j'aime pas, je vais goûter un vin, tu vas goûter le même vin, toi tu vas y sentir peut-être de la groseille et moi de la banane. Mais par contre, si on me dit qu'il faut y trouver de la groseille, je vais y trouver de la groseille la plupart du temps. Ça marchera assez bien, surtout si je ne m'y connais pas beaucoup et que mon imagination va me créer le réel. C'est assez génial. Vous connaissez cette expérience qui consiste à donner des yaourts nature aux gens mais avec des colorants dedans. Donc un colorant rose et puis on leur demande comment ils ont trouvé ce goût de fraise. En général, ils trouvent ça très bon. Ils disent, ah oui, il y a un goût de fraise, très subtil, j'ai beaucoup aimé. Et puis ceux d'à côté ont le même yaourt nature avec juste un colorant jaune et puis on leur demande comment ils ont trouvé ce goût de banane et ils arrivent à noter le goût de banane, ce qui est génial. Comme quoi un présupposé arrive à influencer notre rapport à la réalité. Donc voilà, ce qui m'intéresse en tant qu'hypnotiseur, c'est comment la personne se construit sa réalité subjective. Mais comme cette réalité subjective n'est pas la réalité, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une réalité, ben, moi ce qui m'intéresse, c'est comment interférer avec ça, comment couper une procédure mentale, comment l'enrichir, comment la transformer, comment la modifier. Et puis si on modifie ça suffisamment, on a un état qui n'est pas habituel, qu'on appelle l'hypnose. Mais un acteur a le même but, un acteur a besoin de subjuguer quelqu'un suffisamment pour qu'il sorte de sa réalité habituelle et qu'il rentre dans le texte. Et puis on pourrait dire ça de plein de métiers, en fait, il y a plein de métiers où on hypnotise les gens. Et je pense que souvent c'est inconscient, parce que souvent c'est une conséquence. En hypnose, c'est un but, et pas seulement une conséquence. Alors après, on peut se poser la technique, et on peut se poser la question, je veux dire, de quelles sont les techniques qui nous aident à hypnotiser. Il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'au fond, on le sait tous. Mais si je vous posais la question, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas bien l'hypnose ou pas du tout, quelles sont les situations les plus hypnotiques dans la vie? Pensez à ce que vous avez pu traverser, ne serait-ce que ces derniers jours. Est-ce qu'il y a des moments où vous pourriez dire « j'étais comme hypnotisé par quelque chose, ou par un moment, ou par une activité » ? Quand on s'amuse. Quand on s'amuse, d'accord. Quand on lit, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Quand on regarde du feu. Quand on regarde un feu, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Il y a plein de gens qui méditent devant un feu, et c'est vrai que c'est... alors c'est le mouvement, c'est la luminosité, etc., qui peut accaparer le regard, comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Quand on fait du sport, oui, surtout quand il y a un effort assez intense, ou à un moment donné, vous connaissez ça, surtout peut-être pour ceux qui font des sports d'endurance, c'est peut-être là que c'est le plus facile à remarquer. Mais je pense peut-être s'il y a des gens qui font des arts martiaux, etc., il y a des formes de transe dans tous ces sports-là. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, notre pensée serait trop lente. Notre pensée consciente serait tellement lente qu'elle ne ferait faire que des erreurs. On est obligé de faire confiance en notre inconscient dans ces moments-là. Quelqu'un disait quand on est passionné, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, c'est une très belle idée parce que c'est ça, la passion, c'est souvent un état d'hypnose. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on pourrait se passionner pour tout et n'importe quoi? Mais quelqu'un qui est dans sa passion, qui est accaparé par ça, il oublie le temps qui passe, il oublie sa sensation de faim parfois et de soif, il en oublie de dormir, il en oublie de... Mais ça, c'est un état très particulier de la conscience. Comment? Les transports. Les transports peuvent aider parfois, oui. Oui. C'est plus passif comme état. Ça arrive. Ce qui est intéressant parfois, pour ceux qui prennent le métro le matin, il y a toujours quelque chose qui est assez émouvant, je trouve, c'est ces personnes qui sont comme ça. Et à la bonne station, clac, elles sortent. Elles ne comptaient pas, hein, je pense pourtant. Elles disaient, on a 12 stations. Non, on est dedans, il y a comme une sorte de programmation mentale comme ça, et clac, tout d'un coup, la conscience revient et la personne sort. Enfin, quelquefois, même la conscience ne revient pas complètement. Aujourd'hui, ça serait génial de programmer aux gens du somnambulisme pour qu'ils se réveillent au moment où ils ont vraiment besoin de se réveiller. Ce serait génial, non, si on pouvait faire ça. On pourrait programmer ce genre de choses avec l'hypnose. Hein. Imaginons, je me réveille, mais quand je suis prêt. Je prends ma douche en dormant, je prends mon petit déjeuner en dormant. Vous pouvez gagner une bonne demi-heure, 3/4 d'heure comme ça assez facilement. Bon, alors je ne suis pas sûr après de l'utilité à long terme, hein, puis socialement c'est un peu particulier. Mais ça peut être un peu effrayant. Il y a des gens qui sont somnambules peut-être dans la salle, c'est pas toujours agréable pour les conjoints et tout ça. Mais par contre, un somnambulisme maîtrisé peut être très 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 intéressant. Je vais arrêter de parler un petit peu. Il y a quelqu'un qui va venir là quand même. Je mets ça un peu là. Je me dis c'est pratique pour les caméras. Je suis en noir sur fond noir. Je pense que les gens qui regardent sur vidéo après vont juste voir une tête qui sort comme ça, des mains. On pourrait presque faire un jeu de mime, comme la personne rentre sous hypnose avec juste des têtes et des mains comme ça qui flottent. Qui est-ce qui a envie de vivre une expérience hypnotique agréable et positive et attirante il n'y a pas assez de lois qui se lèvent, et magnifique et mémorable. Alors
Alors, tant qu'à faire, on va travailler sur un petit objectif pour les gens qui lèvent la main. Qu'est-ce qui, puisque tu es au premier rang, ça tombe bien, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir si tu devais faire une séance d'hypnose? Tant qu'à faire, autant vivre une expérience, on va dire, étonnante, créative, quelque chose d'original que je pourrais pas vivre. C'est super précis, ça. Par exemple, je pourrais laisser carte blanche à Kevin Finel pour... Ah, moi, j'aimerais bien quelqu'un qui a un objectif, un travail personnel, un changement, quelque chose qui serait positif, ouais. Rentrer avec mon moi profond. Rentrer avec ton moi profond. C'est quoi ton moi profond? Ce Ce qu'il y a à l'intérieur. Ça t'apporterait quoi? Quel serait le but de ça? Une expérience. Une expérience? S'il y avait quelque chose à en tirer de cette expérience, ça serait quoi? Une unité, peut-être, ouais, une rencontre. Une rencontre, d'accord. Ça serait quelque chose d'important pour toi? Ouais. C'est quelque chose que tu as déjà essayé de trouver d'une autre manière ou de... Ouais. D'accord, ok. Ouais, mais on peut travailler là-dessus. Écoute, je vais te demander de venir là, je vais juste te demander d'aller voir Romain avant qui va te mettre un micro afin que tes paroles soient immortalisées. Je vais mettre la pression, mais ça n'a pas marché. On va faire un jeu, je vais faire comme si j'avais oublié de faire de l'hypnose. Je ne sais plus comment on fait. Et on va se poser des questions ensemble pour savoir comment on fait pour mettre quelqu'un sous hypnose. À votre avis, par quoi ça commence un état d'hypnose? Qu'est-ce qu'on crée en premier? La confiance. La confiance, oui. Alors comment on fait? Est-ce qu'on dit à quelqu'un ayez confiance. Vous avez totalement confiance en moi. Donnez-moi votre carte bleue ou l'autre. Comment on fait, à votre avis, pour créer de la confiance? On se regarde, on se sourit, on se contacte. Je te vois pas en plus parce que j'ai mis le doigt dans les yeux, donc je... Ah oui, s'il y en a qui quelquefois trouvent que j'ai des yeux un peu bizarres, parce qu'il y en a qui m'envoient sur des messages, j'ai reçu pas mal de mails, apparemment la dernière fois je dois avoir les yeux un peu explosés à la fin de la séance. Il y en a qui me disent, vous travaillez un regard bizarre, on dirait que vous avez les pupilles complètement... Non, c'est juste qu'il y a 1000 watts dans les yeux à chaque fois, et il fait chaud en plus là. J'ai mis un col roulé, je pense que c'était une bonne bêtise. Vous pouvez me mettre son micro, parce que je ne sais plus quoi dire en fait au bout d'un moment. Donc créer de la confiance, on regarde dans les yeux, on sourit et on touche, c'est ça? Ça va? Après, oui, il faudra autre chose. Mais c'est une bonne idée, c'est vrai qu'il faut créer de la confiance pour hypnotiser quelqu'un. Alors soit la confiance, soit la peur. Les deux fonctionnent. La peur, c'est plutôt version spectacle. C'est à un moment donné, c'est ah! Et puis la personne fait ouh, on lui met une claque, elle tombe. Ça, c'est un peu le. Non, je ne sais pas tous les spectacles. Il y a des gens qui font beaucoup d'autres choses bien plus belles que ça. Je t'invite à t'installer. Mais la confiance, évidemment, est plus agréable. Est-ce que tu te sens en confiance là? Ouais. Alors, le corps est en général plus fiable que les mots. Hein. Je te refais ce que. Est-ce que tu te sens en confiance? Oui. On va travailler un peu là-dessus quand même avant de commencer, en effet. Tu t'appelles comment? Petro. Petro. Ouais. Et tu as déjà fait de l'hypnose? Non. D'accord, c'est super. Alors, à votre avis, une fois qu'on a créé de la confiance, qu'est-ce qu'il faudrait créer pour mettre quelqu'un sous hypnose? De l'écoute, oui. Ouais, c'est important, de la disponibilité. On dit souvent qu'il y a des gens plus ou moins suggestibles, mais je pense qu'on est tous suggestibles dans différents contextes. On a tous été à l'école, par exemple, il y a des enseignants qui savaient nous parler. On entendait tout, on retenait tout, ce qu'ils nous disaient. Et puis parfois, le cours d'après, on n'était pas attentif, on n'arrivait pas à se concentrer, etc. Ce n'est pas un problème de suggestibilité, c'est un problème de capacité à créer de la suggestibilité. Vous imaginez un monde parfait où on apprendrait à tous les enseignants à créer de la suggestibilité et de l'apprentissage pour tous leurs élèves, ce serait extraordinaire. Ça prendrait pas longtemps, hein, ça prendrait 2-3 heures à apprendre ça, mais ce serait génial. Donc la suggestibilité, l'écoute, ça va avec. Hein. Donc ouais, en général, on va gérer de l'écoute. Une fois qu'une personne est en confiance et qu'elle est dans l'écoute, qu'est-ce qu'on ferait pour la mettre sous hypnose? Une connexion entre les deux. Une connexion entre les deux quoi? L'hypnotiseur et l'hypnotisé. Bzzz. Oui. Alors ça va avec la confiance quelque part, cette connexion-là. Mais oui, tu as raison. Il faut qu'il y ait une connexion et on va dire qu'il faut que l'autre nous suive quelque part. Il ne faut pas seulement qu'il soit à l'écoute, il faut qu'on puisse l'entraîner quelque part. C'est là que la confiance est très importante et c'est là que ça va avec, c'est que quand c'est une expérience qui est un peu inconnue, on ne va pas y aller avec quelqu'un avec qui on n'est pas à l'aise, un minimum. C'est pour ça que je vous dis la peur pourrait remplacer, c'est que les gens qui font quelquefois des choses un petit peu rapides comme ça jouent sur ce paramètre-là parce que dans la peur, on cherche à s'accrocher à quelque chose et donc on devient suggestif. Vous connaissez le truc, hein, on crée une peur à plein de gens, puis après on leur offre une solution assez facile. C'est un truc qu'on voit de temps en temps dans certains domaines. Et
Et ben, on peut faire ça évidemment, hein. La peur nous rend très suggestibles, mais ça rétrécit notre champ de notre esprit critique, hein, tout simplement, et donc on se raccroche à la première suggestion qui vient. Donc si on met quelqu'un mal à l'aise et qu'ensuite on lui donne une porte de sortie, il la prend, c'est ce qu'on fait quand on veut aller très très vite. Mais l'hypnose n'a pas besoin d'aller très très vite, on va prendre le temps de construire quelque chose. Et la confiance, l'écoute et la relation sont des choses qui sont vraiment hyper importantes et essentielles quand on veut accompagner quelqu'un dans une expérience agréable, où on prend le temps de construire les choses. Alors une fois qu'il y a cette connexion, à votre avis, qu'est-ce qu'on va dire à l'autre? Qu'est-ce qu'on va lui suggérer? Des interrogations. Des interrogations. Qui c'est qui a dit ça? Bravo, c'est super. Souvent, là, les gens se disent oh, il faut se détendre. En fait, l'hypnose n'est pas du tout de la détente. Ça, c'est un mythe aussi. Détendre les gens, c'est de la relaxation, c'est autre chose. C'est bien, c'est très bien, mais ça n'a pas un but autre que de détendre les gens. Enfin, ça leur fait du bien quand même, mais on sent qu'on ne va pas aller plus loin que ça. Si on détend les gens, ils sont dans un état qui est plutôt passif. Ils se laissent aller, ils se laissent guider, mais eux ne font pas grand-chose. Et un état d'hypnose, c'est un état actif. Et c'est vrai qu'une des manières de mettre quelqu'un dans un état actif, c'est de lui poser des questions, de l'amener à s'interroger sur ce qui se passe. Donc ça, c'est une très très bonne réponse. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à votre avis? Qu'est-ce qu'on suggère d'autre à quelqu'un pour le mettre sous hypnose? Qu'est-ce qui va le faire basculer dans un autre état? Plein de choses, mais qu'est-ce qui vous viendrait? Entrer en lui-même. L'amener à entrer en lui-même. Comment tu pourrais définir ça un peu plus précisément? C'est quoi entrer en soi-même? Bon, en plus, ça peut être un début, justement. Ses émotions, ce qu'il touche. Oui, on peut le centrer sur le corps, les émotions, sur ce qu'il touche, tout à fait. Ça peut être une possibilité. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer d'autre, à votre avis? Fermer les yeux pour enlever justement la perception du monde et plus se recentrer sur ça. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que souvent, on fait fermer les yeux. Parce que quand je dis que ce n'est pas une obligation, on peut très bien rentrer, même dans un état très profond, les yeux ouverts. Mais par contre, souvent, c'est intéressant d'être très connecté à soi dans l'état d'hypnose. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça plus facile au début, ça fait gagner un peu de temps en fermant les yeux. Arrêtez de penser. Alors ça, c'est une remarque très intéressante, parce que oui, à un moment donné, c'est bien quand on peut amener quelqu'un à arrêter de penser. Mais si je vous dis arrêtez de penser, il se passe quoi? Ça marche pas très bien, hein? C'est même pire, non? Surtout, ne pensez pas. Ça serait un peu trop facile s'il suffisait de demander à quelqu'un de faire quelque chose pour qu'il le fasse. Celle-là, elle passe bien. Tant que c'est fermer les yeux, je demande à quelqu'un de fermer les yeux, il va le faire. A priori, il n'y a pas de problème à se fermer les yeux, sauf à être un peu paranoïaque ou un truc comme ça. Mais a priori, fermer les yeux, on le fait. Mais si je dis à quelqu'un, ok, fermez les yeux, puis maintenant arrête tes pensées. Là, il va se retrouver avec une difficulté, c'est que même s'il veut bien le faire, même s'il a très envie de le faire, il ne saura pas le faire. Donc l'hypnose consiste à sentir ces moments où ça ne passera pas comme ça, et à créer un contexte qui va amener la personne au but qu'on recherche. C'est-à-dire comment, et là c'est la question que je pourrais me poser, c'est comment en tant qu'hypnotiseur, l'amener par exemple à couper ses pensées. Qu'est-ce qui coupe nos pensées dans la vie? Focaliser sur une pensée, faire une chose. Peut-être se focaliser sur une pensée, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ou sur plusieurs en même temps. Enfin, Ouais, ce qui va créer de la saturation. Quand on pense à plein de choses, au bout d'un moment on ne pense plus à rien. D'être dans son ressenti, dans la respiration. Ouais, très bonne idée. Si on amène vers le corps, souvent ça coupe les pensées. Beaucoup de techniques de méditation sont basées là-dessus. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Lui suggérer d'autres idées et d'autres façons de penser. Oui, là on va prendre un peu l'ascendant sur la manière de penser, en effet. Ça peut quelquefois le faire dériver de ses pensées habituelles, en effet. Donc oui, il y a plein de choses, mais c'est les questions qu'on se pose pour mettre quelqu'un sous hypnose. La question derrière tout ça, c'est comment l'amener à sortir de son fonctionnement habituel. Hypnotiser quelqu'un, c'est ça, c'est le sortir de son fonctionnement habituel. Si je dis des choses trop simples, il les fera, mais ça ne changera rien. Si je lui demande de faire des choses compliquées, il pourra vouloir le faire, mais il pourra ne pas y arriver. Donc mon rôle consiste à l'amener à faire simplement des choses qui paraissent compliquées. Et pour ça, d'utiliser des techniques de parole, on en parlera peut-être un petit peu, des techniques rythmiques, des techniques basées sur les sensations, des techniques de saturation, de confusion. Tout ça va amener à décrocher. Et à un moment donné, vous allez sentir ça, on va ouvrir une sorte de brèche dans les fonctionnements habituels. Et on aura la sensation, vous verrez que ça se voit la plupart du temps, que tout d'un coup, les mots ne s'adressent plus au conscient de la personne, mais à l'inconscient de la personne. Alors ça, c'est un truc que vous connaissez parce que tout ce qui nous touche en général a cet effet-là. Ça ne parle plus à notre cerveau, ça parle à notre ressenti. Alors je dis ça ne parle plus au cerveau, c'est comme notre cerveau qui réagit, hein. Ça passe pas dans le cerveau limbique tout ça, mais en tout cas, ça ne passe plus par l'intellect. Donc on va recréer les conditions de quelque chose qui nous touche. On va créer les conditions de quelque chose qui nous atteint un peu plus profondément qu'une simple idée ou qu'une simple réflexion. Alors je ne peux pas détailler toutes les techniques comme ça dans un cabinet public. L'idée c'est de rendre un peu observable certaines choses. Et évidemment, quand on travaille de cette façon-là,
On a l'impression quelquefois que c'est simple et en même temps, ça demande de prendre plein de paramètres en compte. Alors, je vais arrêter un peu d'expliquer, puis après, on reviendra sur certains points. Comment tu te sens là tout de suite? Bien. Bien, tu as bien raison. Et est-ce que tu es conscient de la manière dont ton ressenti fonctionne à l'intérieur de toi? Oui. D'accord. Ce qui fait que tu sais exactement comment fonctionnent tes sensations. Oui. Et tu sais aussi reconnaître quand une sensation qui n'est pas tout à fait habituelle commence à arriver. Oui. D'accord. Et tu sais que très souvent, quand on est concentré sur quelque chose, on oublie un peu les sensations du corps. Oui. Quelquefois, mais on est tellement concentré sur quelque chose qu'on oublie un petit peu de ressentir même notre respiration, notre tonus musculaire et tout ça. Parfois même, on est tellement concentré sur quelque chose qu'on s'oublie. Oui. Et qu'on oublie le temps qui passe, Oui. et puis ce qui est autour de nous. Et tu sais, parfois, on est tellement attentif à une manière d'entendre quelque chose qu'on ressent, qu'à l'intérieur, il y a comme plusieurs choses qui viennent en même temps, et on a l'impression de se focaliser dessus. Et là, il y a comme une sorte de dissociation, c'est une prise de recul qui se crée. Et en général, là, il y a d'autres sensations qui viennent. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on sent, nous, qu'on est vraiment attentif à ça, et que pourtant, c'est assez fluide à l'intérieur. Oui. Et ça, tu vois, quand ça arrive, ce qui est très important, je vais prendre ta main comme ça, et je te demandais de faire quelque chose, de juste imaginer qu'il y a comme quelque chose qui vient tirer dessus. Et que la main commence à se soulever comme ça. Tu sens ce qui se passe? Oui. C'est assez amusant, n'est-ce pas? Oui. Et ça va s'amplifier encore plus, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. À un moment donné, tu vas même sentir que si je tire là, ça le tire sur le côté. Ouais. C'est étrange. T'as d'habitude des mouvements comme ça, automatiques, qui se créent tout seuls? Ça m'arrive. Ça t'arrive? Je le sens de plus en plus, en fait. Oui. Tu vois que ça va remonter dans le bras comme ça, Ouais. et à un moment donné, tu vas avoir une sensation assez étrange. C'est drôle, non? Ouais. Parce que tu vas avoir juste la sensation que c'est comme si tout le corps était un peu attiré comme ça. La tête, Toute la partie droite déjà, oui. c'est clair. Et on va imaginer que c'est ton inconscient qui va commencer à continuer ce mouvement pour l'amplifier. Pendant que ça continue, tiens, je vais te proposer de fermer les yeux quelques instants pour ne plus regarder comment ta main continue à bouger. Si j'explique un petit peu cette petite séquence, qui est toute simple, souvent les gens pensent que l'hypnose commence quand il y a ce genre d'effet. L'hypnose a commencé un petit peu avant. C'est une séquence toute simple. Je l'ai amené à dire oui à plein de choses au début, à des choses très basiques et très concrètes. Puis après, j'ai commencé à créer des phrases un peu plus complexes qui ne voulaient pas dire grand-chose, juste pour vérifier qu'il continuait à me dire oui à des phrases complexes qui ne voulaient pas dire grand-chose. J'ai même à un moment donné raconté un truc qui n'avait aucun sens. Et je vérifiais qu'il continuait à dire oui. À partir de là, je sais que mes suggestions passent. Je crée un mouvement, je continue à focaliser sur ce qui est en train de se passer. Logiquement, il est encore un peu confus. Je me sers de cette confusion pour attirer son attention sur une suggestion très simple. La main va se lever. Comme il y a encore un peu de confusion, il est réceptif à cette suggestion. J'ai une première réaction que je vais commencer à amplifier. Et là, on est dans un cercle vertueux. C'est que dès qu'on a une réaction qu'on vérifie, on est encore plus attentif à ça, donc on l'amplifie, donc on est encore plus attentif à ça, donc on l'amplifie. Et à un moment donné, tu vas juste avoir la sensation que je prends ton poignet, que le poignet va s'approcher du visage. Et plus il s'approche du visage, plus tu vas avoir la sensation de plonger à l'intérieur de toi. Et c'est comme si toutes les sensations assez étranges de la main commençaient à se rapprocher du visage. Et au moment où la main touche le visage, tu vas avoir la sensation que tout le corps plonge dans une agréable expérience d'hypnose. Et là encore, pendant que je vous parle, je dérive son attention, ce qui fait qu'il se pose des questions. Quand je vois qu'il commence à se poser des questions, je prends sa main, puis j'active les suggestions. Et tu sais, très simplement, souvent quand on commence à rentrer dans une expérience comme celle-là, on a l'impression de descendre de plus en plus. Ça peut être très agréable parfois de se laisser aller dans une expérience comme celle-là pour voir jusqu'où elle nous entraîne. Finalement, l'hypnose commence un peu comme un film. Parfois, tu sais, la lumière s'éteint, et puis on rentre dans le film. C'est une histoire qui commence. On se laisse imprégner par ce qui vient. On se pose des questions. Parfois, il y a des séquences assez rapides, et puis parfois, il y a des séquences un peu lentes, douces et posées. Et quand il y a une histoire comme ça, quelquefois on s'identifie un peu à une histoire, elle nous parle de nous, elle nous parle de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est comme si elle nous entraînait vers le plus une partie très profonde à l'intérieur, quelque chose qui correspond à ce que tu es, vraiment. Quand on rentre sous hypnose, très souvent, on oublie nos pensées logiques et rationnelles pour juste se connecter sur nos ressentis, comme si on faisait marcher une partie de nous-mêmes qui marche finalement assez peu parce que c'est pas celle qu'on éduque le plus dans notre enfance.
la créativité, l'imagination, la capacité à se connecter à nos ressentis, à nos intuitions. Et dans cet état-là, c'est tellement facile d'y accéder, tellement facile d'y plonger. Parfois, des émotions commencent à venir, parfois, il y a une sensation de bien-être, de légèreté. Parfois, on est presque euphorique dans cet état-là, comme si ça devenait amusant, étonnant. Et puis parfois, c'est juste du repos, du calme. Très, 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 très calme. Un calme tellement profond, tellement agréable à vivre, que le temps semble s'arrêter. Il y avait cette idée de te connecter à quelque chose. Je ne sais pas avec quel mot tu le dirais maintenant, et c'est pas ça le plus important. Mais ça va être comme si cet état était juste une manière d'aller vers ça, comme si cet état devenait un cheminement, une avancée vers quelque chose qui correspond à ce que tu recherches vraiment là, maintenant. Et plus tu vas t'approcher de ça, plus tu vas avoir la sensation de retrouver quelque chose. Les ressentis évoluent, changent, s'améliorent, se transforment. Et puis à un moment donné, c'est ton inconscient qui va continuer à te guider. Il sera plus précis que mes mots, que ma voix. Parce que c'est la partie de toi qui est la plus lucide, celle qui te connaît tellement bien, qui connaît même les choses oubliées, qui connaît même les sensations auxquelles tu ne penses pas, qui rêve la nuit, qui crée. C'est cette partie-là qui va continuer à te guider. Et plus tu plonges dans cette expérience, plus tu vas sentir qu'il y a une recherche, et ça va être symbolisé par un mouvement. La main et le bras, lentement, vont redescendre. Et plus ils redescendent, plus toi tu t'approches de ce que tu as en tête, de ce que tu désires trouver. Et tu peux prendre tout le temps qu'il faut pour ça. Même si à un moment donné, tu sais que ma voix n'est plus que dirigée vers toi, tu continues ton expérience. Peut-être même encore plus tranquillement, du coup. Comme si tu étais dans une bulle intérieure. Un peu comme dans ce sommeil profond où on oublie le monde quelques instants pour se reconnecter, pour se ressourcer, pour récupérer son énergie ou simplement rêver. Et tu peux juste te demander jusqu'où ton inconscient va t'amener. Tu peux te demander jusqu'où ton inconscient va t'entraîner. Les pensées se forment, des images arrivent, la créativité. Et parfois, on est tellement centré sur quelque chose comme accaparé que tout ce qui est habituel s'éloigne. Il reste que toi. C'est une des caractéristiques de l'état d'hypnose, c'est que dans cet état-là, on oublie nos pensées habituelles. La plupart du temps, on est dans nos routines. Vous savez, notre dialogue intérieur, nos idées, nos cheminements mentaux. Quand on étudie ça, on s'aperçoit que la plupart des gens sont dans des systèmes de pensée. Et ça paraît normal parce que nos vies nous amènent souvent à reproduire les choses. Et finalement, il y a assez peu d'espace de créativité, d'espace où on se connecte à quelque chose qui est un peu plus inhabituel, un peu plus large. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'intéressent à des techniques de méditation, et je pense que la création artistique aussi nous reconduit vers ça. Je pense que les moments où on écrit, où on peint, où on sculpte, enfin quels que soient les arts, je pense à la danse, je pense à tout ça, nous reconnectent à ça. Je crois que dans toutes les sociétés, les plus anciennes même, il y avait des temps qui étaient consacrés à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre vie moderne, il y a finalement assez peu de choses. La seule chose qui reste, c'est ce qu'on appelle un peu le divertissement, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche à ce moment-là? C'est peut-être pas tout à fait la même nature de recherche. L'hypnose, à partir de là, c'est une possibilité, une réponse à cette recherche-là, parmi plein d'autres. Je ne sais pas si elle est mieux ou moins bien, je pense qu'elle a certaines caractéristiques qui la rendent unique. Puisque je pense que dans cet état-là, on peut vraiment être en exploration de soi.
Et qu'en même temps, on gère vraiment tout ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'être accompagné. Au début, quelquefois oui, parce que ça aide. Mais une fois qu'on apprend cet état-là, une fois qu'on l'apprivoise, on peut en faire tellement de choses. C'est assez illimité. Il y en a qui s'en servent pour le changement, mais même pour la thérapie. Il y en a qui s'en servent pour l'apprentissage. Il y en a qui s'en servent pour développer des capacités ou des compétences. Il y a beaucoup de coachs qui se servent de l'hypnose. Certaines personnes s'en servent comme d'un outil relationnel de l'hypnose. Ce qu'on appelle la communication hypnotique, c'est comment faire passer de l'information, mieux prendre de l'information. C'est des choses qui sont hyper intéressantes. Finalement, l'hypnose, c'est plein de choses. Et on peut imaginer un avocat qui fait une plaidoirie en comprenant comment utiliser les suggestions pour faire passer une émotion ou un message. De même qu'on peut imaginer qu'un enseignant pourrait mieux faire passer un apprentissage, comme je disais tout à l'heure. Mais on peut aussi imaginer que quelqu'un qui fait de la négociation ou de la médiation a besoin de ces outils-là pour amener les gens à se parler, pour amener les gens à mieux s'entendre. Pas toujours dans des séances formelles comme celle-là, mais parfois juste en utilisant certains principes de communication. Puisque tout ce qu'on a fait là, ce n'est que de la communication. Là, on l'a rendu un peu perceptible et visible avec ce travail-là, avec cette évolution-là. Et je me demande à quel point ça peut être agréable et intense à l'intérieur. Et en plus, on peut être assez surpris. Alors, pour ceux qui découvrent, en tout cas, l'hypnose ou qui ne connaissent pas bien, ça paraît toujours un peu magique de l'extérieur, puisqu'on se dit, tiens, apparemment, il n'y a que des mots, puis il y a un type qui part dans un état comme ça, assez particulier, et puis on voit un mouvement qui n'est pas habituel. Si on essayait de faire ce mouvement consciemment, ce serait très compliqué, par exemple. Avec un doigt comme ça, un peu en l'air, avec l'autre main qui est un peu figée aussi, avec les petits muscles qui tressaillent au niveau des paupières et du visage, qui sont des choses qu'on voit assez souvent. Pour ceux qui sont près, vous voyez que les yeux bougent derrière les paupières, comme dans les états de sommeil, dans certains stades du sommeil en tout cas. Donc c'est un état, dans le cerveau, il se passe des choses aussi sous hypnose. Alors, il y a toujours des débats. Il y a des gens qui disent que l'hypnose est un état physiologique, il y a d'autres qui disent que l'hypnose est un état social. On ne sait pas très bien. Sans doute un mélange des deux. Mais que ce soit un état physique ou social, on obtient des anesthésies suffisantes pour opérer quelqu'un sous hypnose. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Et à la limite, je ne suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça soit l'un ou l'autre. Je pense qu'il y a plein d'états d'hypnose, qu'il n'y en a pas qu'un. Que ça dépend de ce qu'on fait. Je pense que quand c'est du spectacle, c'est un état plus social. Quand c'est de la thérapie, je pense que c'est un état plus physiologique. Ce n'est pas la même recherche dans ces deux-là. Et je crois que derrière le mot hypnose, en fait, on met beaucoup de choses, pas seulement une. Vous verrez peut-être tout à l'heure d'autres formes d'état d'hypnose. Plus la main redescend et plus ce travail se fait, cette recherche se fait. Je ne sais pas jusqu'où tu vas aller. J'aimerais que tu t'autorises à aller aussi loin que tu le désires et que tu le peux. Aussi loin que ça peut être intéressant et bon pour toi. Chaque respiration, ça peut aller encore un peu plus loin. Et puis surtout, il y a cette notion dans l'état d'hypnose de l'intérieur. Là aussi, c'est quelque chose qu'on explore assez peu souvent finalement. Enfin, on a tous des vies différentes, mais on est souvent accaparé par ce qui se passe à l'extérieur. Là aussi, je parlais des moments de ressources, mais souvent quand les gens ont envie de se ressourcer, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent un film, c'est très extérieur, ils écoutent de la musique, c'est très extérieur, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu de moments où on se connecte complètement à soi, où on n'a pas besoin de stimulation sensorielle pour être juste avec soi. Je crois que l'hypnose offre ça. Et une stimulation sensorielle tellement forte à l'intérieur qu'on peut, si on veut, se créer des films mentaux très précis, se créer des projections mentales extrêmement sophistiquées. Notre cerveau est bien plus puissant que n'importe quel processeur d'ordinateur. Et on le sait quand on rêve, hein, les textures sont quand même bien faites, la réalité paraît très tangible. Il y a une bonne résolution dans le cerveau. Et donc on peut faire un rêve lucide et y croire vraiment, plonger dans l'eau et la ressentir vraiment. Enfin, notre cerveau est capable de nous créer ce genre de choses, on le fait tous toutes les nuits. Si on pouvait simplement en apprendre une petite fraction pour le faire dans le réel, ce serait génial. Et c'est ça qu'on essaie de transférer avec l'état d'hypnose. Quand la main va terminer de redescendre, il y aura la sensation de quelque chose d'accompli. Quelque chose qui va rester bien au-delà de cette séance. Quelque chose qui va rester bien au-delà de ce moment partagé avec toi. Quelque chose que tu pourras retrouver à chaque fois que tu en auras envie. Sans même passer par un état aussi intense que celui-là. L'hypnose, c'est comme un trajet qui nous amène quelque part, on y prend quelque chose, on y saisit quelque chose et on revient avec. Et ça reste là. C'est juste une béquille qui nous aide à aller au bon endroit, au bon moment. Mais l'hypnose n'est qu'un moyen, pas une fin, c'est juste une manière d'aller quelque part, d'aller trouver, d'aller ressentir, d'aller connecter. Je me demande quelle émotion vient à ce moment-là.
puis avec tout ça, il est temps de revenir, ici, au présent, de reconnecter la conscience à tout ce qu'elle a à trouver, dans l'instant. Le rythme cardiaque s'accélère un peu. La respiration redevient un peu plus consciente, le teint de la peau se colore à nouveau. La température du corps même évolue un peu comme pour revenir là au présent. La respiration s'accélère encore, les mains redeviennent un peu conscientes, des mouvements, des micro-mouvements au début. Et tu peux remonter là. Ça avait l'air bien. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, non, c'est bon. C'est excellent, en fait. C'est en vente libre, hein, l'hypnose. C'est une forme de méditation. Hein. C'est Oui. une méditation. Hein. Tu sais, quelques-uns disent que c'est une forme occidentale de méditation. Peut-être que c'est ça. C'est toujours difficile de définir ces états-là. Puis en plus, il y a plein de formes de méditation. Mais c'est vrai qu'il y a des connexions avec certaines pratiques traditionnelles. Et sans doute que l'hypnose n'est pas quelque chose d'aussi récent que ce qu'on imagine. Sans doute que ça replonge dans toute notre histoire. Tu sais, j'ai l'idée que ça fait tellement longtemps qu'on a compris dans toutes les civilisations, je crois, qu'on a besoin d'états modifiés de conscience parfois. Ouais. Alors après, ça a existé avec des rituels, ça a existé avec des histoires. Au coin d'un feu, ça a commencé comme ça. Il y a un problème dans une société, dans un village, on va se mettre au coin du feu, on va en parler, on va raconter les histoires, on va se réunir pour vivre quelque chose. Et puis après, on va rajouter des choses dessus, et puis on va faire de la musique, et puis on va bouger, et puis tout ça, ce sont des transes qu'on va chercher dans toute notre histoire. Puis après, c'est devenu les récits, c'est devenu les fables. Les premiers écrits sont des métaphores, sans doute des choses que les gens se racontaient de génération en génération. L'art du conteur, je pense, était le premier art qui existait, avant même sans doute qu'on peigne dans des grottes des semblants de dessins. Avant qu'on se représente comme ça par image, on se représentait sans doute par le son. Et puis on peut imaginer qu'après, ça a été devenu plus sophistiqué. Il y a eu les questionnements philosophiques, il y a eu toutes les formes de prière, de méditation, toutes les formes de rituels qui sont mises en place, qui sont organisés, qui quelquefois ont été remplis de culture, de plein de choses. Et puis peut-être qu'on arrive à une époque où on peut comprendre les principes actifs de ça, sans forcément prendre tout le reste qui est derrière, en se disant que chacun peut le vivre à sa façon, de manière unique, de manière personnelle. Et je trouve que c'est peut-être ce qui est fascinant dans notre époque, c'est qu'on n'est pas obligé de rentrer dans quelque chose de particulièrement mystique pour vivre un état intérieur comme ça, qu'on peut en comprendre les fonctionnements et les bienfaits, en se faisant juste du bien, sans avoir besoin de tout le reste. Et je pense qu'en tout cas, ça c'est quelque chose qui est une richesse. Et puis en plus, chacun le vit un peu différemment. Ouais. L'état d'hypnose, il vient aussi de ce qu'on y met, quelque part. Et ce que tu as mis là n'est peut-être pas ce que quelqu'un d'autre y aurait mis. Toi, tu as mis ce que tu recherches, ce dont tu as besoin, ce qui correspond à ton regard sur toi. Après, tu sais, ce voyage-là, il est encore très présent. Oui, absolument. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes ta main, elle n'est pas tout à fait revenue. Non, elle est toujours mais même au niveau de mon crâne, en fait, à l'arrière de mon crâne. Oui. En fait, c'est un ressenti que je ressens quand je médite, mais beaucoup plus puissant. Mhm. Et l'état dans lequel je suis, en fait, devant tout ce public, je ne pourrais pas le faire en temps normal, sauf, bon, ici, par le fait que tu m'as un peu guidé. En même temps, c'est pas un temps normal d'être devant une centaine de personnes. Voilà, absolument, oui. Donc ça m'a amené dans un état... parce qu'on est conscient, c'est vrai qu'on est conscient, hein, j'entends... on a envie d'ouvrir les yeux à la limite, mais on est trop bien en fait. Je suis trop bien, j'étais trop bien. Là où... Ah non, on est vraiment... voilà, c'est magique. Il y a un petit côté un peu... Ouais. Tu bouges un petit peu ta main quand même? D'accord, c'est juste pour vérifier. Quelquefois, tu sais, le corps reste encore un peu engourdi après une séance. Elle est engourdie, hein, elle est engourdie encore, hein, mais bon. Je fais juste un petit test comme ça, je vérifie hein, simplement. Ah bah oui, ça marche encore. Je suis très réceptif. Hein. En même temps, il y a un côté, je trouve, toujours assez poétique à mettre une partie du corps en transe et à ressentir quelque chose comme ça qui bouge. Oui, c'est un mouvement qui est... On ne bougerait pas le bras comme ça d'habitude. C'est quelque chose qui est plus fluide et qui en même temps, on sent que ce n'est pas un mouvement dirigé comme les mouvements conscients sont des mouvements dirigés. Je vais juste te suggérer une chose, cette main va se rapprocher de ton corps.
comme si elle était attirée par une partie du corps, peut-être le cœur, peut-être plus bas, peut-être plus haut. Et tu vas juste avoir la sensation de quelque chose qui l'attire comme ça. J'aimerais que tu prennes une sorte de photographie mentale de ce qui est en train de se passer, de façon à ce que, peut-être ce soir, peut-être demain, tu puisses retrouver cette expérience. Et tu mettras juste un code avec ton propre inconscient. Quand la main s'approchera du corps, l'état d'hypnose redeviendra un peu plus fort. Et si à un moment donné, tu as envie d'arrêter l'expérience, tu suggéreras juste que la main s'éloigne du corps pour arrêter l'expérience. Et tu pourras même trouver le bon réglage. Quelquefois, tu voudras aller très loin, jusqu'au moment où il y a le contact. Quelquefois, tu voudras rester dans un entre-deux. Quelquefois, juste dans un état assez léger, comme ça, dans lequel on peut être presque réveillé. Et tu sentiras simplement que, par exemple, si la main s'approche, et si elle recule, et là, les mouvements commencent à redevenir... Mais il ne faut pas beaucoup. Hein. C'est normal. C'était il y a quelques minutes, c'est encore un petit peu, c'est encore assez présent. Ouais. Bon, j'espère que tu as vécu une belle expérience en tout cas. Très belle. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Ça a l'air agréable un état d'hypnose, non? C'est... Alors, je disais, chacun le vit un peu différemment, puis j'aime bien commencer par quelque chose qui est un petit peu doux, qui est un peu progressif, pour... je sais, on ne va pas aller vers des choses violentes, hein, c'est pas ça, mais... La deuxième qui passe, je dis, oula, j'aurais dû lever la main avant, ça. Non, mais aller vers quelque chose qui montre déjà que c'est simple, qu'on peut être progressif, que ça peut être... Parce que souvent, on a l'image d'une hypnose un peu directe, comme ça, un petit peu... clac, on met quelqu'un sous hypnose, même l'idée de mettre quelqu'un sous hypnose, c'est pas toujours le mot juste, c'est... On accompagne quelqu'un sous hypnose, on construit un état d'hypnose. C'est peut-être déjà plus juste de le dire comme ça. Puis une personne va plonger dans l'état d'hypnose. Ce n'est pas nous qui allons la forcer à rentrer, c'est elle qui va plonger, qui va tout doucement explorer. C'est même intéressant quand souvent les gens disent « j'ai l'impression de descendre », on pourrait monter sous hypnose aussi. On n'est pas obligé de descendre, c'est une métaphore, tout ça, ça ne veut rien dire. Mais ça montre quelque chose quand même, c'est l'idée d'aller explorer en profondeur, même si c'est encore une métaphore, la profondeur. On pourrait aussi monter, prendre du recul, prendre de la hauteur, s'élever dans un état particulier. Ce qui peut être aussi une très belle métaphore, justement, de dissociation, tout simplement, quelquefois, de prendre de la distance pour mieux observer les choses. Souvent, par exemple, quand on accompagne les gens dans un changement, dans de la thérapie et tout ça, on les aide à prendre de la distance par rapport à eux-mêmes, à se regarder d'un peu plus loin, à regarder leur fonctionnement, leurs gestes, leurs comportements, leurs émotions, leurs réactions. Ça amène des prises de conscience, ça amène à décontextualiser, ça amène à créer cet espace, quelquefois, qui nous permet de se retrouver. C'est bizarrement, parfois, en prenant un espace avec soi, qu'on se retrouve un peu mieux après. Donc c'est toutes des choses par lesquelles on passe quand on fait de l'hypnose. Pour aller un peu plus loin, je parlais tout à l'heure de ce qui se passait au début. Je le décompose, donc forcément c'est un petit peu artificiel quand on le dit comme ça, mais vous voyez cette séquence, je crée de l'acceptation, ensuite de la confusion. Ensuite, quand je sens qu'il est un petit peu confus, j'exploite ça parce que là j'ai de la suggestibilité. Parce que si je lui demande au début d'avoir son bras qui bouge, ça ne bougera pas. Mais si je l'ai placé dans un état un peu particulier avant et que je l'ai sorti un petit peu de sa réflexion habituelle et que je fais ça, là, la suggestibilité peut commencer à prendre. Puis après, on amplifie. Puis une fois que ça continue, je peux placer une suggestion un peu plus forte. Par exemple, que la main va s'approcher du visage et qu'il va rentrer sous hypnose à ce moment-là, et puis la conduire. Il y a aussi une question de rythme qui fonctionne. Les rythmes sont assez importants parce qu'on doit partir du rythme de l'autre, toujours, pour l'accompagner vers un autre rythme. Souvent, on dit en hypnose qu'on doit parler sur le rythme de respiration de l'autre. Inspirer en même temps que lui, parler sur son expiration. Inspirer en même temps que lui, parler sur son expiration. Puis de ce rythme-là, on va changer, on va accélérer, on va ralentir, et on va voir que l'autre nous suit. S'il nous suit, c'est qu'on peut aller encore un peu plus loin et encore un peu plus vite, et qu'on peut accélérer. S'il ne nous suit pas, on revient le chercher. Il y a vraiment cette idée de toujours tenir la main de l'autre, c'est une métaphore, hein, mais on ne laisse pas l'autre partir là où il veut dans l'expérience, on le guide un peu quand même. Et puis on l'entraîne dans cette expérience. Parfois, quand on travaille sur quelque chose qui est peut-être un peu plus personnel, ou qui demande peut-être plus de réglages, comment changer un comportement, dépasser une émotion qui crée un blocage, on va sentir des résistances aussi au changement, parce que le changement n'est pas toujours la chose la plus naturelle pour nous dans notre vie de tous les jours en tout cas. Et là on va sentir qu'on doit comprendre ce qui se passe dans l'inconscient, qu'on doit essayer de comprendre quel rôle elles ont ces résistances-là, pourquoi elles sont là. On va travailler dessus, on va voir comment les lever, pas n'importe comment, pas en les forçant,
mais en aidant notre inconscient à se reprogrammer. Pour ça, je prendrai une petite explication un peu simplifiée, mais on pourrait dire que notre cerveau n'a pas beaucoup évolué pendant ces quelques dizaines de derniers milliers d'années, en quelque sorte. On a un cerveau qui est programmé pour une vie qui n'est pas notre vie sociale d'aujourd'hui. En tout cas, il n'a pas beaucoup évolué depuis qu'on était en train de courir dans la jungle et chasser pour vivre, etc., quoi. Et donc, très souvent, notre cerveau, il a des fonctionnements qui sont un peu archaïques. Vous connaissez ça, par exemple, la vision du long terme n'est pas une vision que notre cerveau a. On est programmé pour avoir de quoi survivre le jour et pas forcément à penser à ce qui se passera dans 10 ans. Puis on imagine bien que sur des milliers d'années, des millions d'années d'évolution où l'espérance de vie n'était pas très élevée, l'idée de 80 ans et connaître ses arrière-petits-enfants, elle n'est pas forcément inscrite dans notre cerveau. De toute façon, à la limite, si on avait une vision à long terme, est-ce que des gens fumeraient? Est-ce que des gens... a priori, ce ne serait pas forcément... Mais on voit bien, par contre, que le plaisir immédiat, il dépasse largement l'idée du long terme. C'est rare, et ça demande un effort conscient, quelquefois, pour se dire « je laisse de côté un plaisir immédiat et je me concentre sur une idée à long terme ». Mais ça, disons que notre cerveau pourrait par contre l'apprendre. On a un cerveau qui est celui qu'il est là aujourd'hui, mais on va dire que c'est comme si on avait un programme pas tout à fait terminé, mais avec un super logiciel d'apprentissage. Et je pense qu'il y a certaines choses qu'on pourrait très facilement introduire comme des nouveaux mécanismes de notre cerveau. Enfin, je dis je pense, c'est ce qu'on fait en fait en hypnose. On aide le cerveau à assimiler de nouvelles façons de penser, de nouvelles stratégies, de nouvelles associations d'idées. Et vous savez que la mémoire fonctionne par association d'idées. Donc par exemple, comment on a une émotion parce qu'il y a les associations d'idées qui nous la ramènent, parce que quelque chose à l'extérieur me ramène vers des associations d'idées spécifiques et mon cerveau prend ça comme un ordre, crée l'émotion. Je vois quelqu'un que j'aime bien, grosso modo, mon cerveau analyse son visage, se rappelle qu'il y a des souvenirs avec ce même visage, ça me rappelle des contextes dans lesquels il y a eu des souvenirs, c'est des souvenirs agréables, clac, émotion positive qui revient. Tout ça se passe avant que la pensée arrive. C'est-à-dire quand je me dis je reconnais quelqu'un, mon cerveau a déjà fait tout le circuit. Il va beaucoup plus vite que nous. Je précise ça parce que c'est là qu'on s'aperçoit que la volonté, elle est un peu piégée, parce que comme la volonté arrive après tout ça, comme le conscient arrive après tout ça, très souvent il ne peut être que spectateur de ce qui arrive, et vous connaissez ça. On a une émotion, elle est là. Puis après on peut se demander ce qu'on en fait, mais on n'a pas eu le temps de la voir venir, on n'a pas eu le temps de la décider, on n'a pas eu le temps de la choisir. C'est l'exemple du type qui a une phobie, par exemple. Je sais pas, la phobie des caméras, par exemple, chaque fois que je vois une caméra, je tombe dans les pommes. Il a beau se dire tous les matins, mais non, mais rassure-toi, une caméra, c'est plutôt agréable, c'est même neutre, je ne vais pas me faire attaquer par ça. S'il a une phobie de ça, parce que, je sais pas, moi un jour il s'est pris une caméra sur la tête, je sais, ça c'est une bonne suggestion pour ceux qui sont là, et depuis il est caméraphobes, on va beau avoir lui expliquer que c'est pas dangereux, il dira non, j'ai une émotion, c'est pas que je sais, ma conscience elle sait ça, mais mon émotion elle m'est donnée et je peux rien faire d'autre que l'observer et qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc très souvent les gens sont un peu démunis par rapport à ça parce qu'on leur dit que c'est le conscient qui doit maîtriser. Moi je suis toujours effaré du nombre de gens à qui on dit non mais il faut un peu de volonté dans la vie pour changer. Mais la volonté elle arrive après coup. Comment on fait avec la volonté pour changer? C'est un piège. C'est un grand piège et c'est même tellement un piège qu'il y a des gens qui culpabilisent pendant des années de ne pas arriver à changer un comportement avec de la volonté. Mais c'est une machine à fabriquer de la culpabilisation, ça. Ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre à faire fonctionner nos réactions inconscientes. J'ai peut-être pas le temps, quand j'ai une phobie, de modifier mon émotion, mais une fois qu'elle est passée, j'ai peut-être le temps d'essayer de comprendre comment elle fonctionne, d'essayer de comprendre à quoi elle est liée, pourquoi j'ai quelque chose comme ça qui vient, peut-être de rassurer quelque chose en moi, peut-être d'apaiser quelque chose, peut-être d'évacuer quelque chose, peut-être de déconnecter quelque chose, pour que la prochaine fois que je suis en face de ça, mon cerveau ait un autre trajet mental, qu'il ait d'autres associations d'idées. Et on peut évidemment jouer là-dessus. Alors voilà pour quelques explications sur l'hypnose, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je voulais pour la deuxième démonstration jouer un petit peu. En tant qu'hypnotiseur, on s'intéresse souvent à ce qui fait fonctionner les gens, aux émotions et au fonctionnement humain. Et une des choses que j'aime bien quelquefois expliquer, c'est un petit peu comment nos mécanismes de croyance, entre guillemets, nous font réagir ou nous font agir. Et quelquefois, on rencontre des personnes qui abusent de ces mécanismes-là parce qu'ils connaissent le principe, puis quelquefois, on rencontre des gens qui, grâce à ces mécanismes-là, nous aident. Je pense que c'est la différence entre... je sais pas, un thérapeute par exemple, qui va utiliser ces mêmes mécanismes pour aider quelqu'un et peut-être l'aider à changer sa vie, à améliorer des choses, et c'est quelque chose qui est merveilleux. Et puis quelquefois des personnes qui abusent de ça parce qu'ils connaissent ces fonctionnements humains qui peuvent aussi être des faiblesses quelquefois et qui nous piègent un petit peu avec. Et j'ai envie de parler un petit peu de ça, de
ce soir parce qu'il y avait une formation tout à l'heure et puis qu'on abordait un petit peu ces thèmes-là. Et donc j'ai appris à lire dans les lignes de la main tout à l'heure. Or j'ai appris un petit peu comme ça, mais donc je voulais faire une petite séance pour tester un petit peu, voir si j'ai bien compris tout ce qui m'a été dit hein, dans ce livre. C'est un très très bon livre, c'est une grosse référence. Il y a quelqu'un qui veut bien se prêter au jeu? Moi, je peux bien. Ouais. Bah viens. Tu as une main? Oui. Alors, je vais prendre avec ta main droite parce que tu vas être à ma droite, mais ça marche bien. Hein. C'est une légende le coup de la main gauche. Je suis gauchère. C'est encore mieux. Alors là, Tiens, assis-toi là. Oui, ah oui, il faut que tu ailles mettre un micro avant que tu rentres sous hypnose. les lunettes, ça dérange. Ça devrait aller. Alors non, évidemment, c'est une blague, hein, je ne lis pas dans les lignes de la main. Mais on va en même temps jouer avec ça pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais en même temps, j'ai une intuition comme ça, quelquefois, quand je vois les gens. Je me permets, hein, vous êtes à un tournant dans votre vie en ce moment? Oui, oui. Plein de tournants, oui. Il y a quelque chose qui se joue et en même temps, il y a des questions derrière ça. Des questions. C'est pas des questions si nouvelles que ça, c'est des questions qui avaient déjà existé, mais d'une autre façon un peu plus tôt dans votre vie, n'est-ce pas? Et C'est comme les lignes de la main. ah oui, c'est la même chose, on va jouer un petit peu à ça. Et j'ai l'impression qu'en même temps, il y a une grande confiance à l'intérieur en certaines choses, qui quelquefois est un petit peu cachée, mais qui en même temps, quand elle sort, donne énormément d'énergie et de volonté. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est en train de se révéler encore un peu plus aujourd'hui. J'ai une image qui me vient. Non, c'est très sérieux, en plus c'est... Bonsoir. Je termine ma consultation avec madame et je suis là. J'ai une image qui me vient, il y a une goutte d'eau, flic, flac, une goutte d'eau qui tombe comme ça, et comme quelque chose qui ne s'arrête pas. Et en même temps, derrière, il y a une émotion qui est très belle. Il y a quelque chose de très très lumineux derrière ça. Très très beau. Comme un rêve qui renaît. Ça va être magnifique. Il se passe quelque chose quand on fait ça, même quand on sait que c'est pour rire, entre guillemets, ça nous touche. Et évidemment, ce qui est important, c'est que la suggestion, elle soit agréable à ce moment-là. Ça, c'est un mécanisme humain qui est assez particulier, qui repose sur plusieurs principes. Donc on va l'expliquer un peu là, je le faisais une première fois comme ça. Et donc je vais prendre cette main-là. Tu t'appelles comment? Nathalie. Nathalie, bien. Ça va être celle-là, la gauche ou la droite? Non, celle-là, elle est très bien. Ça va? Elle est de mon côté, elle est très bien. D'accord. Ah oui. Ah oui, c'est compliqué. Ben, plutôt l'autre alors. Non, non. Je ne vais pas mourir tout de suite, hein. Oh non, alors là, t'as le temps, là. Oula. Ça va. Ah, t'as le temps de tester plein de trucs avant. Ok, j'aime bien tester plein de choses. Non, c'est même assez exceptionnel de ce côté-là. J'explique 2-3 petits trucs hein, en jouant sur ça. Vous allez voir que c'est à la fois un jeu et pas tout à fait un jeu. Mais ce que j'aimerais montrer à ce moment-là, c'est de quelle façon on aime se prendre au jeu. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très humain et que, un peu comme les enfants qui se prennent à se faire peur et qui finalement sont vraiment peur pour de vrai, ou un petit peu comme quand quelquefois on se raconte une histoire et puis qu'à un moment donné on ne sait plus très bien si on se l'est racontée ou si elle était totalement vraie ou s'il n'y avait pas un peu de vrai derrière et tout ça. Et puis évidemment, quand on a envie de croire en quelque chose, en général on finit par y croire. Et c'est très bien et ça peut être très très bien. Je pense que, je ne sais plus qui c'est qui disait cette phrase, la foi est plus importante que Dieu, et j'ai toujours trouvé cette phrase très très belle. Le fait de croire en quelque chose peut être très porteur, très très beau. Il y a des gens qui, parce qu'ils croient en un truc, font des choses extraordinaires et merveilleuses. Pour moi, ça a toujours été un thème de fascination, ça. Je me suis toujours demandé comment faisaient ces personnes qui avaient une énergie incroyable pour réaliser quelque chose qui était un rêve pour eux. Et surtout, pourquoi eux arrivaient à se connecter à ce rêve très profondément. Alors que d'autres peut-être avaient d'aussi beaux rêves, avaient d'aussi belles envies, d'aussi belles valeurs derrière, et n'allaient pas forcément les réaliser. Et là, c'est peut-être aussi mon expérience. À une époque, je faisais pas mal d'accompagnement de fin de vie. C'est pas le truc le plus joyeux qui existe, mais en même temps, on y apprend beaucoup de choses. Et j'étais effaré du nombre de personnes qui me disaient « j'aurais aimé faire ça ». J'aurais aimé faire ça. Quelquefois, des choses très simples qu'ils avaient eu le temps de faire largement. Pas forcément des choses extraordinaires, des choses qui étaient quelquefois... Et je me suis toujours dit, peut-être que mon travail, ça consistera à aider un maximum de personnes à ne pas se dire ça le dernier jour.
et je pense que c'est peut-être une des plus belles définitions du travail d'accompagnant, c'est de se dire si on peut aider les gens à ne pas avoir besoin de se dire ça le dernier jour, ou le moins possible, il y a une partie du travail peut-être qui est faite. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui m'a amené à l'hypnose, c'est comment essayer de comprendre comment les gens se construisent leur réalité. Et il y a un truc qui est à la fois beau et effrayant, c'est comment on peut se servir de tout ce qu'on nous dit comme d'une suggestion. Pourquoi les gens lisent l'horoscope alors qu'ils n'y croient pas pour la plupart? Parce qu'on aime bien qu'on nous parle de nous, parce que ça fait du bien en général, parce que ça nous fait réfléchir, parce que même si on n'y croit pas, il y a un petit truc à l'intérieur qui se dit « et si ?» Et ce petit truc-là est très très fort, et très très puissant. Vous connaissez peut-être, je te tiens la main comme ça. Mais c'est pas grave, je suis bien, moi ça Attends, va. je te la reprends dans une minute, je suis parti sur un truc là, mais ça va venir, hein, rassure-toi. En plus j'ai chaud, donc ça transpire un petit peu, je suis désolé. Vous connaissez peut-être cette expérience qu'on a surnommée l'effet Barnum. J'en parlais tout à l'heure dans une formation, Ina qui était là, et c'est une expérience qui est troublante. C'est un chercheur en psychologie qui a fait cette expérience. Il faisait passer à plein d'étudiants un test où ils devaient répondre à des questions. Et c'est soi-disant un test de personnalité. Donc les étudiants répondent scrupuleusement aux questions, puis ensuite on leur dit, voilà le résultat de ce test, et on leur donne un texte. Ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'ils ont tous le même texte, quelles que soient les réponses qu'ils ont données pendant le test. Et donc ils lisent un texte, alors qui est très bien fait, hein, qui est avec des phrases comme « il y a une grande force en vous » et en même temps il y a une certaine fragilité quelquefois qui vous empêche d'aller au bout de vos idées, de vos envies. Et quelquefois en même temps vous trouvez cette énergie qui vous permet de dépasser ces obstacles, n'est-ce pas? Des phrases un peu comme ça, je ne l'ai pas appris par cœur, hein, mais ça donne des choses comme ça. Et donc on demande après à ceux qui ont fait le test, quel est pour eux le degré de pertinence de ce qu'ils ont lu du résultat du test. Quasiment tous disent qu'il est excellent, je crois que sur... C'est noté, hein, tout ça, mais la note est très, très élevée de pertinence. Ça veut dire que grande majorité des personnes qui ont fait ce test-là disent « Ah bah oui, ça me correspond très bien, ce truc-là ». C'est marrant comment on adapte le réel pour qu'il nous convienne, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on fait ça? Et évidemment, c'est à la fois une manière d'un peu d'énoncer quelque chose. Enfin, il ne s'agit pas de donner des leçons et tout ça, mais de dire, voilà, il y a peut-être des choses auxquelles on est sensible et c'est intéressant d'y faire attention. Et en même temps, de remarquer que quelquefois, on aurait tendance à faire des suggestions aux gens et qu'au fond, on fait un peu tout ça parfois. On fait des suggestions aux gens sans s'en apercevoir et parfois, des suggestions nous marquent à vie. Combien de personnes bienveillantes nous ont fait des suggestions qui étaient absolument abominables, parfois, sans s'en rendre compte. Transmettre des peurs, transmettre des craintes, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a une grande prudence à avoir avec ça. Donc là, on va le faire d'une façon qui est très positive, hein, tant qu'à faire. Est-ce qu'il y a un truc... Tiens, je vais faire un peu comme si j'étais... Alors, tu m'imagines avec, je sais pas, une cape, un chapeau pointu, une voix assez... les voix de magicien, un peu comme ça. Bonjour, mon petit, qu'est-ce que vous voulez, vous? Et... il faut faire un peu la caricature, hein, je mettrais soit des lunettes à double foyer de la barbe, mais j'ai pas une barbe blanche, donc ça marche pas. Et mais sinon, bon, les cheveux longs, ça marche. Donc imagine-moi avec des cheveux longs. Des gros yeux comme ça. Ça va, un air un peu mystérieux. Ouais. Une voix avec beaucoup d'air dedans, souvent aussi, ça marche. D'accord. Donc, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Alors ça, ça fait un peu Jacques Martin, ça, pour lui. Les parents sont dans la salle. Non, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait du bien aujourd'hui, qui pourrait t'aider en ce moment, qui serait... Il y a plein de choses. La première qui te vient comme ça? C'est essayer d'être plus heureuse dans la vie et faire des choses, tout ce qui m'intéresse. C'est marrant que tu me parles de ça. Tiens, je vais prendre... J'ai déjà un peu regardé tout à l'heure, j'ai triché. Ouais, hein. C'est étonnant parce que par rapport à ce que tu me dis, il y a une image qui me vient. Je vois une porte fermée. Mm-hmm. Et il n'y a pas la clé pour l'ouvrir. C'est une petite pièce. Mm-hmm. Et il y a un enfant qui est derrière cette porte-là. Tu sais, j'ai l'impression, je vais juste te poser une question par rapport à ça. Quand tu penses à toi, quel est le premier mot qui te vient? Pas accompli ou... D'accord. Je vais te demander de fermer les yeux quelques instants. J'aimerais que tu te concentres sur quelque chose. Tu as visualisé cette pièce avec cette porte. Tu sais, parfois on se rapproche de quelque chose et ça devient un peu plus évident. Il n'y a pas de clé, mais peut-être qu'elle n'est pas fermée. Et je te demandais juste de l'entrouvrir. Pas trop. Juste un peu. Juste un peu pour ressentir qu'il y a quelque chose de très important derrière. Quelque chose qu'on peut imaginer. Mais pas regarder pour l'instant, juste entrouvrir pour laisser, tu sais, comme quand on s'approche d'une pièce où il y a quelque chose, on peut sentir parfois une odeur, entendre de loin quelque chose, savoir que c'est là, juste derrière. Et qu'il y a simplement
un pas en faire pour y arriver. Jamais t'imagines que tu es juste là et que ça serait très facile d'aller dépasser ça. Et au moment où ça va se faire, il y aura comme une émotion qui va venir, comme une libération qui va se créer, comme aller vers cette idée d'accomplissement que tu as commencé à évoquer. Et étonnamment, tu sais, quand on commence à plonger dans une expérience hypnotique, notre corps se met à réagir, comme à vibrer. Ça pourra aller beaucoup plus loin, ça continuera à aller beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, cette expérience va s'arrêter. Les yeux peuvent revenir, voilà, comme ça. C'est comment, là? Bien. Bien. Mais j'ai toujours une petite sensation de peur de choses qui m'arrêtent. J'ai oublié la main de tout à l'heure, hein, je suis pas bon à ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une connexion qui peut se créer. Je fais une petite pause, ça te dérange pas? Oui. Oui, ce qui se passe, alors, et on le fait avec prudence, hein, là, en le faisant comme ça. Mais je donne une image, n'importe laquelle, c'est pas ça qui est intéressant. Il y a toujours quelque chose en nous qui se raccroche à une image qu'on donne. Tout si elle est un peu symbolique, etc. On a une émotion qui vient à ce moment-là. On voit quelque chose qui commence à monter. L'émotion, c'est un moteur de changement. C'est-à-dire que parce qu'on a une émotion, on remet nos principes et nos fonctionnements en cause. À ce moment-là, cette émotion, on peut la forger pour en faire quelque chose. Si on l'amène à une suggestion comme celle-là, si on l'amène vers une sortie comme celle-là, évidemment, on en fait quelque chose qui est très constructif. Ce qu'on mesure rarement, c'est qu'une petite séquence comme ça de 2 minutes peut considérablement influencer ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui suivent. Parce que c'est marquant, parce que ça nous touche, parce que ça nous parle. Et qu'en quelques suggestions comme ça, on peut agir sur la pensée et l'imagination de quelqu'un. Et parce qu'on agit sur la pensée et l'imagination de quelqu'un, on entraîne l'imagination future, et donc les comportements, et donc les apprentissages, et donc les réactions. Là, c'est plutôt positif, puisque c'est une porte qui s'ouvre. Mais parfois, des personnes abusent de ça en étant sur le côté « Ah, mais il y a un blocage devant, je le sens ». Et là, on tombe sur quelque chose qui est hyper fort dans la suggestion. Alors ça peut être de façon un peu frontale, mais ça peut être de façon aussi un petit peu indirecte. Mais je pense qu'il y a un très beau cadeau qu'on peut faire à des personnes comme ça, qui consiste juste à les amener à une émotion, et ensuite à leur proposer quelque chose de très positif derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait tous s'amuser à faire, juste pour créer quelque chose de bien et d'agréable avec les gens qu'on rencontre. Imaginons, vous croisez quelqu'un qui n'a pas l'air bien à un moment donné, qui a l'air un peu triste, qui a l'air... Vous savez que si vous lui demandez si ça va, il va vous dire oui, ça va, ça sera faux, ça sera un peu du pipeau. Mais par contre, si vous dites, tiens, c'est marrant parce que je te vois, j'ai quelque chose qui me vient. Et là, on peut sortir une idée. Vous allez voir que quoi qu'on dise, il y a une émotion qui vient. C'est normal, comme c'était le cas tout à l'heure, et ça ne veut rien dire une goutte d'eau qui tombe. Ou une porte qui est fermée. Au fond, une porte qui est fermée, si je vous dis, voilà, imaginez une pièce avec une porte qui est fermée, mais il suffit de le dire avec une certaine intensité, il suffit de le dire en y mettant une intention pour que ça veuille dire quelque chose. Je reprends juste ta main parce que tu disais qu'il restait un petit truc. Tu as quel signe astrologique? Un lion. Lion. Et quel ascendant? Soit Capricorne ou Sagittaire. Ça doit être ça. Ouais. On va dire oui. On sent le lion, on sent l'énergie, on sent le feu derrière, tu sais. C'est ça, hein, c'est le feu. Hein, et en même temps, tu sais, pour l'instant, c'est comme si ce lion, il était encore un peu en cage pour l'instant. Et il y a des images comme ça qui nous viennent parfois, tu sais, d'un fauve comme ça qui tourne. On sent la puissance, on sent la force comme ça, et pourtant un espace encore assez restreint comme ça. Et en même temps, tiens, ferme les yeux quelques instants. Je vais juste te demander d'imaginer un espace extrêmement vaste, immense, illimité. Et tu vas avoir l'impression que tu peux avancer dans cet espace-là, que tu peux marcher, courir. Je ne sais pas à quelle vitesse va un fauve en liberté, mais s'il a envie de juste profiter d'un espace immense, il y a quelque chose qui commence à venir. Et à un moment donné, ça va être comme une respiration, comme quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. Et là, un relâchement. Juste la sensation de lâcher quelque chose, de laisser quelque chose. Un peu comme si on pouvait se dire, là, maintenant, il y a peut-être quelque chose dont j'ai plus besoin. Quelque chose qui a été là, qui a peut-être même eu un sens un jour, mais qui peut s'en aller tout doucement. Et c'est comme un soulagement à ce moment-là.
peux avoir comme un dernier regard pour ça. Et au moment où ça s'en va, il reste une immense légèreté. Ce qui peut donner presque l'impression de prendre de la hauteur, de décoller, de monter. Et c'est agréable, n'est-ce pas? La prochaine fois que tu regarderas ta main, tu repenseras à cette séance. Ça te fera rire. Et tu te rappelleras surtout d'une chose. C'est très facile de changer une émotion, d'apprendre quelque chose de nouveau, de changer un comportement ou un regard sur soi. Quand tu regarderas ta main, à chaque fois, il y aura un sourire, parfois un rire, et cette idée qui restera. Et puis si un jour, à un moment donné, tu te sens un peu bloqué dans quelque chose, instinctivement, tu regarderas ta main, et tu te rappelleras de tout ça. Un peu comme un rêve, un peu comme on se rappelle de quelque chose qui a existé à la frontière de la réalité de notre imagination. Ça paraîtra un rêve d'avoir été un jour dans une pièce comme ça, hypnotisé par quelqu'un avec une main en l'air et pourtant tu sauras au fond de toi que ça sera toujours réel, mais surtout accessible et présent, comme un apprentissage profond qui reste. C'est étrange de pouvoir repartir dans cet état-là juste en regardant sa main quand on le souhaite, seulement quand on le souhaite, ou quand c'est utile. Et ça durera une fraction de seconde, ou une minute, selon ce qui est possible, selon l'environnement, selon toi. Que ça dure une fraction de seconde ou une minute entière, ce sera juste ce qu'il faut pour être bien. Et en revenant, j'aimerais juste que tu me dises comment tu te sens là maintenant. Bien. Ça a l'air. Tu vas pouvoir récupérer ta main. Bon, ça a toujours été ta main, hein, mais tes yeux aussi. Enfin, les paupières. Bonsoir. Bonsoir. Belle expérience? Oui. Comment tu pourrais l'expliquer, ce que tu as vécu là? En quelques mots. Ben, comme avoir plongé un peu au fond de moi. Mhm. Et puis être plus soulagée. Être plus soulagé. Oui. Tu sais, ça va continuer, je le disais tout à l'heure, et surtout, ça sera toujours accessible, cette expérience. On a créé une connexion mentale, comme un ancrage, comme un apprentissage. Ce qui fait que, même dans très longtemps, si tu as besoin à un moment donné de te retrouver, de te ressourcer, ou de te connecter à ça, ça sera là. Bien revenu. Bien revenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Alors, tout ça aussi pour montrer que même à partir de suggestions qui sont, entre guillemets, fausses, on finit par créer du vrai aussi. C'est un des principes de l'hypnose, j'en parlais avec le théâtre tout à l'heure, on le retrouve dans ce qu'on vient de faire là, merci. On invente une histoire et pourtant on s'identifie à cette histoire-là. Et c'est intéressant de voir, là on le fait en 2 minutes, là on le fait un peu plus longuement. Il y a une montée émotionnelle. On est sensible en fait à tout ça. On est sensible à ce qui nous parle. Après on peut se poser une question, et si on voulait quelquefois ne pas être manipulable, parce que les gens n'ont pas toujours des bonnes intentions quand ils nous font ça, on pourrait se demander quels sont les besoins qu'on a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des besoins qui sont trop facilement sensibles? Parce qu'on repère les besoins de quelqu'un. Et il suffit qu'une métaphore vienne nous toucher sur nos besoins pour que ça nous touche vraiment, et quelquefois ça nous rende un peu dépendants de quelque chose. Et je trouve que là aussi c'est intéressant parfois de se dire, tiens, est-ce que j'ai des besoins qui sont un peu trop forts? Est-ce que j'ai des attentes qui sont un peu trop fortes? Et de travailler juste dessus, de façon à ne pas être accroché comme ça par une suggestion qui vient nous cueillir un petit peu, qui vient nous atteindre un peu trop. On le voit dans les relations, très souvent les personnes quelquefois sont dans des relations qui sont basées sur l'attente liée à un besoin. Ce n'est pas toujours les meilleures histoires quand c'est comme ça, et ce n'est pas toujours les choses les plus positives et les plus constructives. Et je trouve que ce travail sur les besoins profonds est une des meilleures manières de se libérer de toutes les suggestions qui quelquefois nous atteindraient un petit peu trop, tout simplement. Je
Juste comme ça, je ne pourrais pas hypnotiser tout le monde, hein, évidemment, mais qui c'est qui, après avoir vu de démonstrations comme ça, aurait envie de vivre une expérience d'hypnose? Est-ce que vous pouvez lever la main, juste pour savoir après avoir vu? C'est tout? Je ne vais pas vous le faire à tous, hein, rassurez-vous, vous pouvez lever la main sereinement. Ah oui, non, un peu plus quand même, d'accord. Donc, non, ça a l'air bien quand même, ça a l'air agréable. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient bien faire une séance d'hypnose, mais qui n'oseraient pas lever la main? Super, il y en a un peu plus. Bon, en même temps, je dis ça, mais il y a quelques hypnotiseurs dans la salle. Vous êtes peut-être assis à côté d'un type bizarre qui pratique l'hypnose. Non, il y en a quelques-uns dans la salle, et c'est assez étrange parce que parfois, on est donc assis à côté d'un hypnotiseur sans le savoir, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un qui est déjà à moitié sous hypnose dans le coin? Ça marche. Toi aussi, quelque part, c'est... Ah oui, c'est vrai ça. C'est curieux quand même. Le temps trouve assez rapidement. Désolé pour l'astrologie. C'était pour plaisanter. Parfois, quand une main monte, c'est l'autre qui descend. Toujours. J'espère que c'était une belle expérience pour tous ceux qui ont pu y goûter un petit peu. C'est un petit peu court comme ça. Ça crée un petit moment un peu poétique, comme ça, un peu magique au milieu de la séance. Mais tout ça aussi pour montrer que l'hypnose, ça peut être quelque chose qui est très fluide, qui est très doux, puis on peut comme ça se prêter à une petite expérience, rentrer dans quelque chose qui est proposé. Chaque façon de faire de l'hypnose est un peu différente et chaque hypnotiseur peut avoir son style, sa façon de penser tout ça. Il y a, tout à l'heure, j'essaie d'expliquer certains principes de l'hypnose. Vous voyez, si on écoute, là j'en observais certaines séances et tout ça, il y en a qui vont partir tout de suite sur le corps, il y en a qui vont partir tout de suite sur l'imaginaire, il y en a qui vont partir sur quelque chose d'un petit peu confus pour égarer un peu l'esprit, et puis il y en a qui vont partir sur une focalisation, sur une envie, sur un but. Il y a plein de manières de conduire en hypnose. On pourrait se dire que notre conscience, elle est attirée par tout ce qui lui parvient, surtout quand il y a quelque chose qui est un peu inhabituel pour elle. Une voix qui nous parle d'une certaine façon, un rythme qui nous entraîne, des images qui nous sont proposées. Beaucoup d'éléments de l'hypnose et de techniques d'hypnose sont par exemple perceptibles dans les poèmes. Les poètes très souvent jouent sur la synesthésie par exemple, qui est une façon de créer de la confusion sensorielle, sur des sonorités particulières, sur des rythmiques particulières, qui vont quelquefois nous faire rentrer un peu plus. Et le poème, c'est un art assez oral, qui est même complètement, je pense, qui a pour but de nous faire sentir des choses qui sont très inhabituelles. C'est un art qu'on a un peu perdu peut-être aujourd'hui, qui était très important à certaines époques. Peut-être aussi qu'on a juste oublié d'apprendre à l'apprécier. Je ne suis pas sûr qu'annonner une poésie à l'école, par exemple, donne vraiment le goût de ça. Mais c'est quelque chose qui nous entraîne dans des perceptions sensorielles inhabituelles. C'est même un des buts, une des choses qu'on retrouve parfois. Et même avec les poésies surréalistes, avec la poésie sonore, on trouve en tout cas des ressentis, des perceptions comme ça qui sont assez particulières et qui nous entraînent en dehors de nos schémas habituels. C'est toujours intéressant parce qu'il y a souvent des gens qui me disent « mais qu'est-ce qu'il faut savoir pour hypnotiser quelqu'un? Est-ce qu'il y a des études à faire? Je pense qu'il faut s'intéresser à l'art de manière générale, à la philosophie pour la construction de la pensée, au fonctionnement humain de manière générale, et la philosophie en est un éclairage, mais il y en a plein d'autres. Au travail du conteur, parce que je pense que c'est quelque chose qui est passionnant et qui nous aide énormément, la voix. Travailler ça, c'est quelque chose qui est important. Mais aussi peut-être... un des plus grands hypnotiseurs aujourd'hui est un ancien mathématicien, et je pense que ce n'est pas par hasard, c'est parce que je pense que l'esprit logique, la construction mentale, c'est quelque chose qui est très important dans l'hypnose. Même quelqu'un qui a beaucoup révolutionné la pratique de la thérapie en hypnose, c'est un mathématicien, c'est pas forcément quelqu'un où on se dit tiens, sa culture devrait l'amener à ça, et pourtant si, parce que nos schémas sont logiques, mais on peut rentrer dans une certaine logique et on peut amener les gens dans
des calculs, des façons d'être, des procédures mentales qui sont assez particulières, mais ça demande en tout cas une bonne cohérence pour arriver à ça. Ça demande une vraie construction. Et je pense qu'il y a un rapport entre les mathématiques et la poésie quelquefois, en tout cas dans les contraintes qu'on peut s'y mettre, dans la métrique, dans tout ça. Et je crois qu'en hypnose, on retrouve tous ces ingrédients-là. Mais après, on a chacun nos envies et nos facilités, nos aspirations et ce qui nous parle, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a autant d'hypnose que d'hypnotiseurs. On dit souvent que l'hypnose moderne, elle est inspirée par un personnage qui s'appelait Milton Erickson, ce qui est sans doute vrai, c'était un génie de l'hypnose et quelqu'un qui lui était psychiatre à la base, mais dans l'idée que les mots étaient ce qui avait de plus important. Et qu'en maniant bien les mots, on pouvait aider les gens évidemment à rentrer en eux et à transformer des choses en eux. Et puis après, il y a plein de choses qui sont créées, mais c'est quelqu'un qui a révolutionné l'hypnose parce qu'il en a fait un art accessible et utile. Avant, on pensait qu'il fallait un don pour hypnotiser les gens. Grâce à Erickson, on a compris qu'en fait, il fallait de la technique et du travail pour hypnotiser des gens. Un peu comme à une époque, peut-être qu'on croyait qu'on devait être doué pour, je sais pas moi, un instrument de musique. On peut être plus ou moins doué, évidemment, il y a toujours des gens qui vont apprendre mieux que d'autres. Mais on peut tous savoir bien jouer d'un instrument de musique, on peut tous s'entraîner suffisamment pour exceller si on prend le temps pour ça et que ça nous passionne, et pour faire des choses qui sont très belles avec. C'est pareil pour l'hypnose, on peut apprendre et travailler dessus, et décomposer, et décortiquer, et c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre à faire à un bon niveau, parce que c'est quelque chose qui est logique, compréhensible, rationnel, explicable, qu'on peut transmettre. Et en plus, je trouve que c'est quelque chose qui est passionnant, enfin ça après c'est plus personnel, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez touchant. Peut-être pour la dernière démonstration de ce soir, j'ai envie d'un petit peu aller du côté du rêve. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'explorer un petit peu leur inconscient, d'aller un petit peu dans quelque chose un peu plus onirique? Ça fait 3 fois que tu lèves la main, viens. Tu t'appelles comment? Ah, il faut que tu ailles mettre un micro. Ne rentre pas sous hypnose avant d'avoir mis le micro, c'est ça qui est important. Non, une fois, il y en a un qui est resté là-bas. On est obligé de prendre quelqu'un d'autre. Je plaisante, hein. C'est bon parce que quelquefois je raconte des bêtises comme ça, il y a quand même une personne, la dernière fois j'avais raconté un truc un peu bizarre, qui m'a dit j'ai regardé tous les cabinets publics, c'est faux. C'était une blague. Mais je pense qu'un jour on fera quelque chose avec Romain qui s'occupe de tout le montage et de tous les... qui est hypnotiseur, qui est très très doué en plus. On s'était dit un jour que ça serait amusant qu'ils mettent les gens sous hypnose avant qu'ils arrivent. Les gens se disent en fait l'hypnotiseur c'est pas celui-là, c'est le type qui est derrière et qui gère les caméras, on comprend pas très bien, ça peut paraître un peu... Ça serait drôle en même temps. On fera ça un jour. Pendant qu'un micro se met. Donc je voulais parler un petit peu du rêve, on va faire une démonstration un petit peu courte comme ça, mais le monde du rêve est toujours quelque chose que je trouve assez mystérieux et attirant, parce qu'à la fois c'est quand même quelque chose qu'on vit tous les jours et quand même assez longuement, c'est quand même une bonne partie de notre vie, le sommeil, et en même temps c'est quelque chose dont on se souvient rarement, on passe un tiers de notre vie à dormir, on ne sait même pas ce qui s'y est passé en quelque sorte. Non, parce qu'il y a des gens qui disent que je me rappelle bien de mes rêves, en général ils en racontent 2-3 au réveil, 2-3 sur combien on ne sait pas. Et en même temps c'est assez fascinant parce qu'on se dit un rêve dure quelques secondes en moyenne, jusqu'à 1 minute je crois, c'est quand même des temps très courts. Pourtant parfois on y vit une épopée entière qui serait créée en 3 romans. Et comment est-ce possible que j'ai vécu autant de choses en quelques dizaines de secondes? Distorsion du temps. Et puis tout était précis, il y a des choses très troublantes en rêve. Parfois on parle à quelqu'un, on croit le connaître dans le rêve. Vous êtes déjà arrivé ça? On se dit mais j'ai une histoire commune avec cette personne-là, puis j'ai des souvenirs dont je me rappelle, etc. Puis quand on se réveille, pas du tout. Quelquefois aussi on a une très bonne idée en rêve. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Oui. Ah génial! Puis au réveil, non? Exactement, c'est exactement ça. Oui, mais qui a pu penser un truc pareil? Complètement absurde. Et tu sais, je me suis toujours passionné pour les gens qui écrivaient sur le rêve, quelquefois réellement, en étudiant ça, puis quelquefois aussi de manière un peu métaphorique. Et je trouve qu'un des auteurs qui en parle bien, c'est Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles. C'est l'autre côté du miroir, on peut le voir comme ça. Alors il y a toute la psychanalyse de ça qui a été écrite. En hypnose, on pourrait simplement se dire qu'on crée un état de décalage par rapport au réel, et que c'est peut-être ça ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Peut-être que l'état d'hypnose est un état qui se passe de l'autre côté, justement. Et je voulais t'inviter à une petite expérience par rapport à ça. Il y a quelques années, avec un ami, on s'était amusé à créer un nouveau vocabulaire pour l'hypnose. On s'était dit, je crois qu'on avait même fait une petite démonstration là-dessus, mais qui était partie en fou rire général, on n'était pas allé jusqu'au bout. On s'était dit qu'il fallait inventer un langage parce que les mots ne suffisaient pas, les mots qu'on a ne suffisent pas à parler de l'hypnose. Et on se disait, bon, l'hypnose est un état qui est un peu frontière, c'est un peu un état qui est là sans être là, on ne dort pas, on n'est pas réveillé non plus, etc. Donc on s'est dit, par exemple, vu qu'on ne dort pas et qu'on n'est pas réveillé, il faudrait trouver un mot entre dormir et réveiller. On s'est dit, d'oreiller, par exemple, serait un très joli mot.
Et je pense que donc en hypnose, on d'oreille. Donc je vais te proposer d'oreiller dans quelques instants. Et puis après, on s'était dit, bah, ce n'est pas un état d'absence, ce n'est pas un état de présence, donc il faudrait aussi inventer un mot intermédiaire, c'est un état de prébsence. Donc tu vas avoir un état de prébsence en d'oreillant. D'accord. Plutôt bien, je trouve, ça donne envie de vivre un état de prébsence. Et on pourrait inventer comme ça plein de mi-concepts, plein de mi-mots. Il y avait un auteur du siècle dernier qui avait commencé à créer plein de mi-mots, comme ça, je trouvais ça très joli. On pourrait se dire que dans l'état d'hypnose, par exemple, on n'est pas dans l'inconscient, a priori, pas que dans l'inconscient, puisqu'on est toujours un petit peu là, et en même temps, on n'est pas non plus dans la lucidité totale, en tout cas pas notre lucidité habituelle. Alors, je ne sais pas comment on pourrait mixer ces mots-là. Est-ce que c'est de la luconscience ou de l'inlucidité? Je ne sais pas lequel des deux tu préfères, mais on va rentrer dans une forme d'inlucidité luconsciente. Ok. Je vais essayer. Et puis c'est pareil, on n'est pas non plus dans le corps, dans ce qu'on appelle le kinesthésique. On n'est pas forcément non plus que dans l'imagination. Donc on ferait de la kinémimagination, de l'imastésique. De l'imastésique, ça fait bien. On se dirait que si demain on nous sort un téléviseur en imastésique, on se dit « Oula, je vais ressentir des sensations en regardant la télé », je sais pas, un truc, ce serait marrant ça. Avec quelqu'un qui nous ferait des massages pendant qu'on regarde, je sais pas, on pourrait m'imaginer plein de choses. Ou une machine, ou je sais pas. Et on pourrait inventer plein de concepts comme ça. Et donc on va jouer un petit peu sur ça. Et je pense aussi que l'hypnose est très liée au mouvement. On n'est pas obligé de faire du mouvement en hypnose, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça active le corps. Je vais te demander de te mettre debout, on va jouer un petit peu ensemble, on va danser un peu ensemble en fait. Et je te demandais de mettre ta main contre ma main, c'est très... Et tu vas juste fermer les yeux, et j'aimerais que tu te laisses simplement entraîner par le rythme. Quand je dis que c'est une danse, évidemment, on ne va pas virevolter comme ça. Mais il arrive parfois, tu sais, qu'on soit juste connecté à un rythme et qu'on sente que ce rythme-là, quelquefois, il est un peu comme le rythme d'une musique, parfois très doux, très lent, très simple. Et parfois, il y a une montée, parfois, il y a quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui nous fait rentrer dans une expérience et qui fait qu'on plonge vraiment dans une expérience. Et en même temps, parfois, on est accroché à ce qui se passe, attentif, très attentif, à un rythme lent. Et on sent qu'il suffit de très peu de choses pour approfondir jusqu'à basculer dans une expérience beaucoup plus intense et beaucoup plus profonde, dans laquelle on se laisse aller, dans laquelle on plonge vraiment assez profondément. On pourrait y plonger encore plus loin, mais quelque chose nous fait comme remonter. Et on a la sensation à ce moment-là de reprendre un peu de hauteur, tu sais, comme, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, quand on est dans un train d'une montagne russe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et parfois on arrive au moment où ça se stabilise. Et là on sent que ça peut aller beaucoup plus loin dans l'expérience, qu'on peut plonger encore plus intensément dans ce qu'on vit. Que le corps est comme entraîné par cette expérience qui peut aller loin, très loin. Qu'il n'y a plus vraiment d'autres limites que notre imagination. Et que dans notre imagination, la réalité devient plus flexible, plus malléable, plus modulable, qu'on peut jouer avec comme dans un rêve. On peut y rester quelques instants. Être à l'écoute, en profiter. Tout ce qu'on pense dans cet état-là peut devenir un peu plus réel que d'habitude. Il suffit de penser au chaud, à la chaleur, à la sensation de la chaleur, pour que le corps commence à en produire, pour que quelque chose à l'intérieur s'intensifie et que d'un coup on ait l'impression que la température du corps augmente un peu, comme si on était en train de vivre quelque chose d'intense. Il suffit de penser à une émotion. Par exemple, à un sourire, pour qu'il commence à apparaître. Parfois, les gens se mettent à rire sous hypnose. Et c'est assez étrange, ce rire hypnotique. Très intérieur à la fois. Très profond. Très doux. Parfois, on descend comme ça et on sent en même temps que on remonte. On remonte. On remonte parce qu'on n'est qu'au milieu d'un circuit, d'un trajet, d'un manège, de quelque chose comme ça. Ça monte et pourtant, on sait que c'est comme une transition, comme une parenthèse, comme une respiration. Et on peut sentir qu'à un moment donné,
qu'on peut redescendre encore plus facilement. Et sentir à ce moment-là que l'équilibre n'est plus tout à fait le même, que les sensations sont encore un peu différentes, qu'on peut aller encore un peu différemment dans cette expérience et dans cet état, se sentir comme porté, accompagné, entraîné. Et l'état d'hypnose, quelquefois, grandit tellement, s'approfondit tellement, qu'on peut jouer avec. L'hypnose est presque une matière quand on est dedans. On a l'impression d'être comme pris dans quelque chose, comme à la fois libre dans quelque chose. Cette matière, on peut la sculpter, lui donner une forme, une nature, une couleur. On peut en jouer. On peut en faire des sonorités, on peut en faire des images. On peut en faire des souvenirs, des symboles. Et parfois, on rentre dans cet état où on se dit que l'imaginaire est aussi libre que dans un rêve. Alors, dans cet état-là, on pourrait se demander à quoi ressemble notre inconscient. Quelque chose va apparaître et ça sera comme l'image que tu donnes à ton inconscient. Comme si dans cet état-là, tu pouvais aller à la rencontre de ce qu'on appelle habituellement l'inconscient. Et quand ça sera là, le corps va être comme attiré vers l'avant. Et ça va être comme si ton inconscient là, il est en face de toi. La manière dont tu te le représentes. Dans un rêve, on peut avoir des personnages, et ça peut-être que c'est une forme de personnage. Sans doute que ces personnages dans les rêves sont construits par notre inconscient, et là c'est le cas aussi. Complètement. Alors j'aimerais juste que tu t'amuses à lui poser une question, pour voir comment il répond, mentalement. C'est comme parler à une partie de soi. J'étais choqué une fois parce que dans un rêve, quelqu'un m'a raconté une blague. Je ne la connaissais pas. Et je me suis demandé longtemps après comment mon inconscient était capable d'une telle gymnastique mentale d'inventer dans un rêve une blague vraiment drôle que je ne connaissais pas. Peut-être que c'était une blague que j'avais oubliée, consciemment. Peut-être que mon inconscient est encore plus créatif que ce que j'imaginais. Certaines personnes font de l'écriture automatique pour que leur inconscient leur dise quelque chose. C'est eux, mais c'est peut-être une partie d'eux-mêmes qui d'habitude est un peu à l'écart, comme censurée. Sous hypnose, elle peut être plus libre. Sous hypnose, elle peut être plus accessible. Et une fois que tu auras eu cette réponse, quelle qu'elle soit, le corps va à nouveau être attiré vers l'avant, un peu plus fortement. Comme ça, très bien. Cette image, elle restera, cette représentation, elle restera. Il arrive qu'on ait envie de questionner la partie la plus sage de nous-mêmes, la plus complète de nous-mêmes, celle qui nous connaît mieux que nous, qui ne se laisse pas avoir par nos idées préconçues, nos a priori ou nos croyances, celle qui sait aller au-delà de tout ça. Parfois, on peut avoir envie de poser une question à cette partie de nous-mêmes, parce que c'est elle qui recèle notre intuition. Et peut-être une connaissance qui, quelquefois, est censurée par la pensée. Sous hypnose, on y accède plus facilement. Parfois, tu sais, on sent que ça va être la fin d'un tour de manège. Et pourtant, on prend encore quelques instants pour en profiter. On prend encore quelques instants pour savourer tout ce qui vient. Pour se demander s'il y aura encore une ou deux sensations étonnantes. Et en même temps, c'est presque la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Le moment où on sort de l'hypnose est toujours assez important aussi. C'est le moment où on émerge avec quelque chose. On ne parle pas de réveil au fond, parce que ça suggérait qu'on était endormi. Et ce n'est pas une bonne suggestion à donner à ce moment-là. On pourrait plutôt prendre l'idée d'être à nouveau très présent. Vous savez, c'est souvent ce qui se passe, par exemple, quand on termine une histoire ou quand on termine un livre, on tourne la dernière page. Et puis on reste encore quelques instants dedans parce qu'on a envie de profiter encore un peu de ça. Ce serait même triste parfois de passer trop vite à autre chose, n'est-ce pas? On a envie de ressentir encore, d'accompagner encore les derniers mots, les dernières images qui sont en nous. Et puis,
revient. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bonne expérience? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu C'était, pourrais en dire? C'était de l'acquiescence. De l'acquiescence, superbe. L'acuité et la conscience en même temps. Merci. Merci beaucoup. Bon, je crois que ça va être la fin de la soirée, dans quelques instants. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir été là ce soir, d'être venu ce soir. J'espère que ça a été éclairant sur l'hypnose, que ça a été intriguant aussi, parce que c'est un petit peu le but aussi, que ça soit assez à la fois drôle, essayer de rendre ça un peu léger, puis en même temps intriguant, parce que je pense que c'est un état, même si on le voit, on en voit des choses, on en ressent des choses, et en même temps, ben, là, on peut toujours se demander qu'est-ce qu'on y vit, qu'est-ce qu'on ressent, puis on sent bien que c'est pas la même chose là, puis que c'était pas la même chose là. Comme je le disais, c'est assez multiple. Il y a toujours plein de gens qui me posent des questions après les cabinets publics. J'essaie d'y répondre à chaque fois sur mon compte Facebook. Quelquefois, je prends un peu de retard, je suis désolé, mais j'essaie toujours d'y répondre en tout cas. Surtout quand c'est des questions plus personnelles, parce que ce n'est pas forcément le lieu. Par contre, je précise là aussi, il y a beaucoup de gens quelquefois qui me demandent des séances après. J'en prends pas en ce moment, parce que j'ai un peu trop de demandes, et donc souvent je réponds non. Et, par contre, je peux vous indiquer des personnes, évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Mais là, en tout cas, moi, j'en prends pas en ce moment. Par rapport à ça aussi, il y a beaucoup de choses, je trouve, sur Internet. On essaie de mettre beaucoup de vidéos des cabinets publics, de mettre à chaque fois des parties, des extraits. On a vraiment pour but de démystifier l'hypnose. C'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur tout ça. Donc j'espère que cette soirée a pu y contribuer. J'espère que ceux qui ne sont pas venus là et qui ont levé quand même la main tout à l'heure ne sont pas trop frustrés, mais il y a eu cette petite expérience en même temps tout à l'heure. Je voulais remercier tous les hypnotiseurs présents dans la salle qui ont participé à ce moment-là. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous tous, c'était un joli moment un peu hors du temps comme ça. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.